Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie d'Alan Lévesque et de Jean-Nicolas Boucher et vous écoutez... Oui, c'est ça que vous écoutez, là. Les Injustes. Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. 4 chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, les Injustes. Alors, le Casey Jones des podcasts, Monsieur Jean-Nicolas, bonsoir. Hey, bonsoir. Et Casey Jones, je suis chanceux, le meilleur. Absolument. Et le April O'Neil des podcasts, Monsieur Alan Lévesque, bonsoir. Je suis pas toujours pareil. Ben ça, je dis, t'as un jumpsuit jaune. Comment allez-vous, messieurs? Ben, moi, avant de répondre, je veux savoir quelle itération de April O'Neil Alan est. Il est l'itération masculine chauve. On oublie le côté journaliste, on oublie la scientifique, on oublie l'étudiante. Genre, je suis juste un gars chauve. Exactement, mais tu sais, c'est très woke. Non? C'est pas une nouvelle façon de voir April. Non, je pense que moi, je l'ai toujours imaginé comme ça, comme un gars chauve qui est pas journaliste. Pas partout comme Megan Fox? Non, Megan Fox était une très belle April O'Neil, soit dit en passant. Je suis probablement le seul. Non? Ben, elle était pas mauvaise. Oh mon Dieu, t'as pas l'air sûr de mon affirmation. On est plus proche d'un Razzie que d'un Oscar, maintenant. Ouais, mais tu sais, en même temps, c'est un film de Turtle, là, je m'attendais pas à ce que ça gagne un Oscar non plus. D'ailleurs, vous aurez deviné de par cette mini-discussion improvisée qu'on va parler de Turtle aujourd'hui. Des tortues? Oui, mais on parlera pas de la bande dessinée pour faire changement. Ceux, de toute façon, qui n'ont pas encore commencé la lecture de la bande dessinée, ben ça reste toujours, je pense, une suggestion de la part des Injustes. Effectivement, on y est rendu à 15 volumes à 70$ chaque. Ça fait oui, mais tu sais, Noël s'en vient. Là. Si vous avez bien du monde qui vous doit de l'argent, c'est peut-être le temps de vous monter cette bibliothèque-là. Les taux d'intérêt sont parfaits pour ouvrir vos hypothèques en plus. Absolument. Mais en même temps, je vous dirais, tu sais, quelqu'un qui aurait les 10-12 volumes, là, qui déciderait d'arrêter, mettons, à un moment précis, tu peux avoir rien que la première, la deuxième run, ça serait correct, là. Ben, honnêtement, la dernière fois on avait parlé de la bataille de New York, oui, avec la mort de Splinter et compagnie. J'ai lu les 2 volumes d'après, puis c'est Sophie Campbell qui a pris le dessus sur les 24 numéros. Et finalement, c'est le quotidien qui se passe maintenant dans Mutant Town, parce que c'était passé avec Hobbs, qui avait réussi à faire sa bombe, qui avait créé des mutants sur une partie de Manhattan. Finalement, c'est juste comment cette communauté-là vit au fait que des humains, des animaux sont devenus des mutants. Dans le fond, on revient avec le classique des X-Men à l'époque. Ah, c'est cool, la ça. ségrégation, le racisme. Puis, tu sais, même à travers les mutants, là, il y a un bout de temps parce qu'une des mutantes qui monte une relation avec Donatello, elle découvre que Donatello n'a jamais été un humain. Il est parti d'une tortue. Puis, même entre mutants. Il y a de la ségrégation entre mutants. Exactement, parce que lui est un animal, puis elle, c'est un humain. Mais elle, en même temps, elle a un parcours de trans, Sophie Campbell. Oui. Donc, de parler de ce genre de transformation, d'acceptation, de comment on vit les choses au jour le jour, assez de quoi qu'elle parle. Là. Effectivement, puis c'est pour ça qu'ils ont donné Reine à 100%. Elle est à l'écriture autant qu'au dessin. Ouais, puis de tous les numéros qu'elle avait faits précédemment, moi, j'ai toujours trouvé que c'était la meilleure. Oui, effectivement. Puis c'est de cet arc-là, parce que si j'avais un conseil à donner, après le combat de New York, si vous voulez arrêter, c'est comme un bon moment. Là. Il y a comme un creux dans la série après ce moment-là. Mais l'arc de Sophie Campbell, particulièrement avec sa relation, le moment qu'Alan vient de parler, là, c'est vraiment, vraiment cool. Puis comme tu dis, ça sent qu'elle a un parcours là-dedans, qu'elle parle en connaissance de cause. Puis c'est une manière genre super à droite de l'adresser puis de monter un beau parallèle. On s'attend pas à ça, à une BD de Turtle, puis finalement, c'est vraiment génial. C'est vraiment bien. C'est des thèmes qui sont un peu... qui ont toujours été un peu présents dans l'univers des Turtles, mais qui sont beaucoup plus mis de l'avant maintenant dans les itérations plus récentes des Turtles. Ben oui, mais tu sais, de toute façon, de nos jours, on en parle souvent que dans nos médias, dans nos divertissements, tu sais, le politique, que ce soit l'acceptation, que ce soit l'inclusion, tout ça est rendu ultra présent, mais comme on dira toujours, c'est que l'imposer, c'est difficile à avaler. Mais si tu réussis à prendre ton sujet, le mot que tu vas apporter, mais que tu l'apportes bien, puis que ça fait du sens dans ton histoire, il n'y en a pas de problème. L'important, c'est que ton histoire fasse du sens. Tu peux apporter toutes tes idées politiques, tu peux amener tout ce que tu veux.
tant que c'est bien apporté. Oui, puis je pense que les Turtles, c'est un beau vase pour ce genre de truc-là. Puis, tu sais, on parle de diversité et d'inclusion. C'est une chose avec les minorités visibles, c'est une chose avec la diversité sexuelle. Mais revenons sur le film. Moi, ce que j'ai aimé, c'est le film, c'est une ode à l'adolescence, là. C'est pas juste des minorités et des histoires d'être accepté. C'est une histoire de je suis qui en début de parcours, où est-ce que je veux aller, puis comment je m'y prends pour être d'une gang sans être dans la mauvaise gang, tu sais. Oui, effectivement. Puis, tu sais, même on t'enlève le fait qu'ils vivent dans l'ombre et qu'ils veulent être reconnus, mais c'est le problème de beaucoup d'adolescents qui sont au secondaire. Ils sont seuls dans leur coin puis ils veulent se faire remarquer. Tu sais, même s'ils sont en pleine vue puis qu'ils sont dans notre société, ils vivent ce même problème-là. Moi, je sais pas pour vous autres, les gars, mais dès que j'ai su que c'était Seth Rogen, j'étais en confiance. Oui, encore une fois, Seth Rogen, à titre de producteur, je pense qu'il n'a pas encore fait de mal. Là. C'est comme un coup de circuit par-dessus coup de circuit. Puis le nouveau film de Turtle n'en démarre pas. Puis je vais apporter un petit truc cool. Parce qu'on disait, on parlait de l'adolescence, des thématiques qui est dans le film, puis tout. Puis tu sais, c'est vraiment la recherche de soi, l'acceptation, puis tout. C'est des trucs qu'on vit beaucoup à l'adolescence. Puis c'est souvent un des thèmes qui est le plus mis de côté dans les Turtles. Tu sais, c'est Teenage Mutant Ninja Turtles. Puis tu disais tantôt, Martin, même en français, ça a été évacué. C'est vrai. Les Tortues Ninja, le côté adolescent, il est rarement mis de l'avant. Puis dans le film, là, ils l'ont pris de front, puis moi, c'est ce que j'ai adoré. C'est sûr que ça fait moins mature comme thématique, mais le côté est embrassé, genre, à fond, puis l'histoire se tient là-dessus. Et il n'y a rien de plus dangereux que de t'adresser à un public adolescent parce que, de nature, l'adolescent rejette ce qui est populaire ou ce qui est au goût du jour, veut avoir de quoi qui sort de l'ordinaire, a de la difficulté à s'identifier à certains trucs. Et, tu sais, c'était le danger que je voyais dans ce film-là. Mais je sais pas si vous avez vu un peu les interviews que Rogen a faites, puis tout. Ils ont littéralement laissé les dialogues et l'interprétation des dialogues à 4 adolescents, puis ils leur ont dit « Parlez comme vous parlez ». Et ça donne un résultat qui, à un moment donné, t'es au cinéma, c'est cacophonique, là. Ils se parlent tous un par-dessus l'autre, sont tous indisciplinés, ils se crient des niaiseries, t'entends à moitié de ce qu'ils se disent, de ce qu'ils se font, mais c'est tellement ça, un adolescent, que ça fit. Oui, puis en plus, mais tu sais, il y a eu un petit backlash par rapport à ça aussi, parce qu'il y a eu beaucoup d'adlibs, ça fait que les flots, les adolescents, ils ont eu champ libre pour dire, c'est que le monde fait quoi, mais là, il y a des référents, là, que dans 10 ans, ça sera plus bon. Ça va arriver. De toute façon, c'est un film qui est là. Pour les quelques références qu'il va y avoir là-dedans, plus tard dans le temps, ça va rien changer parce que je vais vous rappeler que dans Endgames, ils ont laissé Mark Ruffalo en faire puis il a fait un dab. C'est déjà presque plus d'actualité rendu là. Effectivement. Puis je te dirais que, tu sais, Vanilla Ice. Ouais. Ben, oui. Mais tu vois, Vanilla Ice, ça a été une capsule. Puis ils ont trouvé le moyen de la ramener en clin d'œil dans le film. Ben, c'est ça. Mais je veux dire, au moment où ils l'ont fait dans les années 90, tu sais, je sais pas à quel genre de carrière ils s'attendaient que Vanilla Ice allait avoir. Ouais, mais clairement, plus tard, ils pensaient qu'elle allait être plus gros qu'il l'était. Là. Ça a pas mal juste s'arrêter là. On s'entend, là. Donc, parlons un peu du film. Peut-être avant de parler de l'histoire et de ce qu'on en a pensé. Style d'animation, très ressemblant un peu à... Là, je sais que vous serez peut-être pas d'accord, mais moi, ça m'a fait penser un peu à Spider-Man, Across the Spider-Verse, Into the Spider-Verse. Ça a été avoué de plein gré par Seth Rogen et compagnie. Ils disent que c'est un type d'animation qu'avant Spider-Verse aurait été impossible d'envisager. Et l'avantage de ce type d'animation-là, c'est que ça te laisse un champ libre. Et puis ça te permet aussi de faire une animation qui est moins dispendieuse. Donc, puis ça te permet de créer ton style. Puis ça a fonctionné, puis aussi, on va parler du budget. Là, le film a coûté 70 millions. Là. Ça fait que l'animation fonctionne, le style est le fun. Malgré le fait que les 5 premières minutes, les humains avec les faces croches, mon cerveau a eu de la misère un peu. Ça me fait penser un peu au premier Pixar, là, où on voulait sortir du dessin 2D qui était plus pris au sérieux. Le problème de l'animation, c'est que quand on finit par en faire trop d'un même style, ils finissent par être catégorisés. Merci. Comme étant des films uniquement pour enfants, puis il n'y a plus rien à voir de nouveau. Tu sais, c'est arrivé avec le 2D, je veux dire, quand Aladdin, Petite Sirène est sorti, c'était des grosses sorties au cinéma, puis c'est tout de suite devenu, à la fin des années 90, un direct-to-DVD. Plus personne faisait d'animation 2D. Pixar est arrivé, hop là, à chaque fois que Pixar sortait, c'était extraordinaire,
Puis là, regarde ce qui est en train d'arriver, c'est des direct to streaming. Là, c'est comme, ça nous excite plus autant. Et là, depuis Spider-Verse, on fait comme, oh, wow! Mais je dois vous avouer là, que pour un adulte comme moi, faut pas que ça dépasse 2 heures. Je l'ai vécu avec Across the Spider-Verse, là. Je finis par avoir mal à la tête, puis je finis par faire comme... J'ai de la misère à savoir ce qui se passe. Là. La grosse différence avec Across the Spider-Verse, c'est que le film était fait par plus de 5 équipes différentes, puis chaque univers avec son propre style. Donc, ça bougeait beaucoup. Et vers la fin, là, dans la séquence du train, où ce que tous les styles se clashent, je l'ai vu en IMAX, ce film-là. J'ai trouvé ça merveilleux, mais effectivement, là, c'est le genre de choses qui peut donner le tournis, parce que il ne faut pas s'empêcher, il faut toujours penser que certaines personnes ont le mal de mer en allant au cinéma. Mm-hmm. Ça existe. On l'a vécu avec Cloverfield. Oui. Les caméras à l'épaule, il y a du monde qui sortait de la salle en vomissant. Oui. Donc, il faut toujours faire attention à ça. Puis oui, c'est possible que ça cause ce problème. Ben oui, moi je me souviens d'une scène, entre autres, de Resident Evil, où il y avait une spirale en début du film. La caméra fait une spirale vers la terre. Là. Écoute, je pense que la moitié de la salle avait fait comme... Tu sais, il faut que tu fasses attention, mais j'en ai que toi, ce style d'animation-là. Je pense que c'est l'effet général que donnent les films. Ouais, peut-être. Mais le style d'animation, t'en as pensé quoi? Moi, ça m'a beaucoup plu. Clairement, c'est pas aussi ingénieux puis maîtrisé que dans Into the Spider-Verse, mais je pense que, tu sais, c'était pas le but premier non plus. Moi, je le vois comme Into the Spider-Verse, ça a ouvert une porte pour l'animation. C'est comme un film précurseur qui a mis des nouvelles règles. Puis là, on a un exemple de un film qui s'approprie un peu ces codes-là puis qui fonce avec ça. Ça m'a plu. Moi aussi, les humains m'ont fait peur un petit peu au début, puis j'étais pas sûr, mais finalement, ça s'imbrique tellement bien que les thématiques du film, puis avec l'univers qu'ils ont créé, visuellement, ils ont fait un choix esthétique, puis je trouve que ça se tient, c'est le fun, puis quand tu l'as absorbé après à peu près 10 minutes, moi, je trouvais que ça coulait vraiment bien. J'en aurais repris une autre heure après. Mais en même temps, on chiale souvent que les films s'étirent un peu trop, 2 heures, 2 heures et demie, c'est peut-être plus trop. Ça fait du bien d'avoir un film là, qui traverse pas le 2 heures. Mais tu parles des humains, j'étais content parce que ça fait plusieurs itérations des Turtles où je trouve que New York a l'air vide. C'était le cas de la série de 2012 en 3D qui figurait beaucoup de mutants, figurait les tortues, mais chaque fois qu'ils étaient dans la ville, les rues étaient désertes, les chars étaient pas là, il n'y avait jamais personne. Là, tu te disais, hey, êtes-vous déjà allé à New York, sacrément, là, ça ressemble pas à ça. Quand tu te compares au film des années 90, où tu sais, il y a du monde partout. Puis je dis la série de 2012, mais même le film de 2007, même les séries subséquentes, je trouvais que New York n'était pas vivant, n'était pas un personnage. Et moi, je considère que pour un bon film de Turtle, New York doit être un personnage. Doit être présent. Unique, puis il faut que tu la fasses vivre. Exactement, ça, je pense qu'ils l'ont bien réussi. Oui. Vraiment. Histoire, on commence avec Stockman. Ben, le film commence avec Stockman, dans le fond, il s'est fait sacrer dehors de sa job. Il est passé avec ses recherches, puis il voulait pousser ça au bout. Dans le fond, il est en train de créer le mutagène, donc des Oos. Et il y a une espèce de police qui arrive chez eux pour l'arrêter. Et aussi trash que ça puisse paraître, c'est sûr, on va se parler, si vous êtes habitué avec ça, c'est que Stockman ne survit pas. Puis son premier mutant qu'il avait créé, c'était un bébé mouche. Qui, normalement, dans l'itération originale des Turtles, est la même personne. Stockman devient la mouche. Exactement. Sauf que là, ils ont complètement changé ça. La mouche réussit à se sauver, mais bizarrement, son ADN s'est semi-mélangé avec celle de Stockman. C'est pas Stockman, mais c'est presque Stockman. Un peu. D'ailleurs, ils ont un peu changé la façon dont fonctionne le Ooze, hein, parce que il y a plusieurs façons de voir ça. Habituellement, tu deviens... Ça dépend. Là. Si tu prends le dessin animé de 87... tu deviens muté avec la dernière créature avec laquelle tu as eu un contact. Exemple, dans 87, Splinter, c'est vraiment Hamato Yoshi qui devient un rat parce qu'il a été en contact avec des rats, puis les tortues deviennent des humanoïdes parce qu'elles ont été en contact avec Hamato Yoshi. Mais là, le Ooze ne fonctionne pas de la même façon. Bon, de toute façon, ça fait longtemps que cette version-là a été changée, là, donc... Parce que là, c'est la version... Quoi? Ils l'ont réglé de manière humoristique lorsque Splinter explique l'histoire. Là, il fait comme terminer en disant puis moi, je suis devenu un rat, puis spécialiste des arts martiaux parce que je me suis entraîné, puis vous autres, vous êtes devenus des tortues, puis moi, j'ai continué à ager plus vite que vous autres parce que c'est comme ça, c'est tout. C'est comme, c'est passé. Il faut pas chercher de logique dans ça. Non, mais c'est parce que ce qui est intéressant avec l'origine des Turtles, c'est que dépendamment du média que vous allez consulter, ça change. Puis moi, j'aime ça comme ça. Tu sais, comme dans le comic, c'est littéralement des esprits
du Japon. Oui, effectivement. Donc, t'avais Splinter qui était en guerre avec Shredder. Puis ils sont morts, puis tout. Puis il avait même tué ses enfants. Donc, c'est des esprits réincarnés. Tandis que si tu prends la version des années 80, ben, c'était juste des tortues que ça. Puis ça a vraiment changé à partir du film. Ben, dans le film, c'est le rat, Splinter, et le compagnon d'Amato Yoshi. Exactement. Puis Yoshi se fait tuer par Saki, Shredder. Puis c'est lui qui tombe dans le mutagène, puis il a appris le karaté à cause de son maître. D'ailleurs, moi, s'il y a une petite critique à faire au film, là, c'est la façon dont on introduit la notion de ninja à travers leur histoire. Ça, j'aurais On dirait aimé... qu'ils étaient poignés avec cet élément-là, puis qu'ils ont comme fait, ben, OK, on va faire une scène de montage, puis après, on en reparle plus. Mais c'est surtout que ça fait... Ils ont pris ça genre d'un magazine que Splinter a vu. Tu sais, il n'y a pas de tradition, il n'y a pas de pourquoi ça, puis pas autre chose. T'sais, pourquoi pas de la boxe tant qu'à y être. Mais... Bon, ils ont tout évacué cet élément qui était super intéressant dans IDW. Tu sais, la guerre entre les deux clans de Rokosaki, puis en tout cas, je ne parlais pas vraiment, mais en fait, tu sais, les ancêtres de Splinter, puis de Shredder, qui se battent à travers les âges, puis tout. Là, ce côté-là, il n'est pas là partout. Ah, c'est zéro qu'une barre. Parce que il y a une itération la plus différente de ce qu'on est habitué. On se rend compte que finalement, Splinter est un rat qui a élevé des bébés tortues jusqu'au temps qu'ils deviennent des jeunes enfants d'environ 4 à 5 ans. Puis, eux autres, ils ont toujours été fascinés par le dehors. Mais Splinter, ayant été un rat et chassé par les humains toute son existence de rat, ben, il y a toujours eu une haine des humains puis une crainte des humains. Mais un jour, ses enfants ont réussi à le craquer, à le sortir dehors et ce qui devait arriver arriva. Qui est arrivé avec sa coupe afro. 80s, là. 80s, avec 4 bébés de tortues mutantes dans les mains, en plein milieu de Manhattan. Ben, tout le monde essaie de le tuer. Mais en passant, là, je dis ça, mais puis je dis que c'est une critique, mais c'est génial. Je veux dire, c'est correct, là. C'est juste qu'on était tellement pas habitués à ça. Tu disais tantôt qu'on mettait pas assez souvent le teenage de front, mais là, ils ont clairement juste pas mis le ninja de front. Le teenage qui ont mis de front, puis le ninja, ils l'ont mis plus loin en arrière. C'est comme, c'est un peu une joke, le côté ninja. Puis ça portait bien le sujet, par exemple, de la ségrégation puis du racisme sur une race qu'on connaît pas puis qui peut nous faire peur, c'est la première fois qu'on le voit, parce qu'ils sont considérés comme des aliens. Mais un des points faibles que j'ai trouvé, par exemple, c'est la version française de Splinter, ce qui m'a tombé ses nerfs, c'est que en le voyant en français, j'entendais Seth Rogen parler. J'avais l'impression qu'il s'était créé un personnage pour lui, puis qu'il parlait comme lui, puis qu'il était un gros cave à la Seth Rogen. Jusqu'au temps que je prenne 2 secondes pour me rappeler, je fais comme « Ah non, c'est vrai, c'est Jackie Chan qui l'a fait, lui. » Et là, dans ma tête, que je pensais à Jackie Chan qui faisait ce personnage-là, je faisais comme « Ah non, OK, là, je comprends le personnage. » Mais en le voyant en français, il y a un clash. Moi, je voyais Seth Rogen jusqu'au temps que je comprenne, je fais comme « Ah non, OK, là... » Le texte était comme fait pour lui. Là. C'est comme... C'est écrit, puis c'est fait. Tu sais, Rogen est dans le projet, veut pas que... Puis c'est fait, c'est orienté pour que ça sonne comme ça. Mais moi, tu vois, l'origine, comme on le dit, c'est quand même pas quelque chose qui nous... Je veux dire, contrairement à Batman, par exemple, où à chaque fois qu'on modifie un peu son origine, les gens sont toujours un peu sur le break parce que le temps en a fait une tradition, le temps en a fait quelque chose d'immuable. Dans le cas des Teenage Mutant Ninja Turtles, tu remontes en 87... Ça fait pas 86 en fait. Ça fait pas assez longtemps pour dire que c'est intouchable. Puis on était déjà habitué à voir plusieurs autres origines, plusieurs autres façons de voir les choses. Ouais. Puis souvent le passé de Batman, c'est la raison pourquoi il devient Batman. Fait que si tu décides d'altérer ça, il faut toujours que tu trouves un chemin parallèle pour expliquer comment il va devenir à s'habiller en homme chauve-souris et combattre. Là, avec les Turtles, le fait que tu changes un élément comme Splinter au complet, là, qui est totalement évacué, ben, ça change quand même pas la thématique première de, ils veulent se faire accepter, ils veulent faire partie du monde, c'est tout le temps de premier plan. C'est un petit peu une parodie des super-héros à la base, les Turtles, puis là, ils ont ramené ce côté-là, mais on va dealer avec le fait que ils sont pas beaux, ils sont gros, ils sont puissants, puis les gens sont un peu, ils les stigmatisent. Là. Et la première scène des Turtles où on les voit, c'est du fucking génie. Ben, ils ont fait l'opening du dessin animé. Vraiment. Les yeux blancs, ils ont l'air awesome. Tu te dis, ils ont refait le début de l'animation qui est court, ces buildings, là, ils l'ont refait à 100%. Là. Oui. Puis l'arrivée sur le building, comme le premier comic, le cover du premier comic,
Toutes dans leur position iconique, les armes. Ils sont en mission, là. Hein, tu te dis, OK, shit, ça commence raide. Les yeux, tout, là, tu fais comme, oh, wow! Et là, tu te rends compte qu'ils sont en train de faire l'épicerie. Effectivement, parce que veut pas, ils peuvent pas sortir dehors puis aller faire de l'épicerie normale, donc ils volent du stock. Et il se trouve qu'en faisant leur mission, vu qu'ils sont dehors en ville, ils font les caves. Ah, c'est incroyable. Ils sont vraiment pas brillants, là. Ah non, c'est des ados, là. Ouais, ça n'a aucun sens. Mais quatre attardés, là. Mais tu sens déjà, à travers cette petite scène-là, là, quand la joke de « Ah, c'est pas des ninjas en mission, c'est juste des ados qui vont voler du stock », on est capable de cerner la personnalité de chacun. Tu sais, le côté Etello de Denis, Leonardo qui va être le leader, Raphaël qui est le bourru, puis Michelangelo qui est le clown de la gang. La dynamique fonctionne tellement bien, la répartie des personnages. Tu sais, c'est dangereux ce qu'ils ont fait, là, de laisser 4 ados, genre, s'envoyer des vannes puis d'improviser un peu le texte, mais genre, ça fonctionne fois 1000. Là. On est, genre, t'as l'impression d'être dans le gang après 5 minutes. Là. Tu trouves ça drôle puis tu veux y suivre. Mais t'as surtout l'impression que c'est vraiment 4 ados. Pour une fois, là, t'as pas l'impression d'avoir 4 gars de 30 ans qui essaient de faire semblant, qui sont encore dans le coup, en te disant comment eux, ils feraient les choses. Là, t'as vraiment 4 ados. Oui, ça n'a aucun sens, parce que quand ils sont sur le toit du building, là, ils se lancent des défis avec leur rampe, puis à un moment donné, ils font comme, ils ont volé des melons d'eau, puis ils font comme, oh mon Dieu, on pourrait le péter avec une étoile de ninja. Mais c'est une mauvaise idée. Des idées de jambon, là. Oh my God, ils vont se tuer, ils vont se faire mal, ça n'a pas de bon sens. Mais tu sais, surtout la joke avec un melon qui a le gelo au-dessus de la tête, fait comme pourquoi qu'on a pris un fruit qui a de l'air à ma tête. Puis tu vois déjà, tu sais, un peu comme tu l'as dit, ils ont installé le caractère des 4. Déjà, Léo est comme, on devrait pas faire ça. Puis déjà, Raphaël fait ta gueule. Puis déjà, Michelangelo est ailleurs. Puis tout ça, c'est très, très, très bien installé. Et j'ai aimé qu'on les a gardés dans leur style. Ils sont les 4 différents. Ça, c'est une bonne chose. Tu sais, leur forme, la grandeur. Mais on n'a pas essayé de faire ce que Michael Bay avait fait, là, d'en faire des couteaux suisses de stock, puis qu'on déshabillait, puis de mettre des affaires qui n'avaient plus de bon sens. Là, on les voyait même plus tellement qu'il y avait de stock. Là. Ouais. Tu sais, le design est simple. Là. Oui, très simple. Tu sais, Leonardo est toujours plus petit, va pousser sur l'agilité. Raphaël est toujours plus gros parce que c'est le plus fort. Michelangelo, ben lui... c'est l'enfant. C'est l'enfant, mais tu sais, c'est le skater. Ça fait que tu vois qu'il y a une dextérité qui n'a pas de bon sens. Puis dans celui-là, Donatello, ils l'ont fait plus grand que les autres et mince avec des lunettes. Mais là, ils ont vraiment mis des lunettes pour le casser des autres pour montrer que c'était l'intellectuel. Les styles fonctionnent. Sont super belles, les tortues. Puis je pense que c'est Skate le film au début parce que quand tu vois les premiers humains puis qu'ils ont un style un peu incongru puis qu'ils ont accepté que les tortues arrivent, sont tellement bien faites que c'est là que tu acceptes. Je pense que c'est le moment que ton cerveau accepte l'animation. Puis c'est là que tu comprends aussi que, bon, le méchant, ça va être Superfly. Oui. Puis un peu comme dans le Tortue des années 90, ils volent du stock, mais cette fois-là, c'est pas des TV et des VHS. Non. Il vole du stock pour reproduire le projet de son père et bizarrement mettre en plan le plan de Hobbs que j'ai parlé tout à l'heure qu'il a créé Mutant Town. C'est qu'il veut faire une bombe pour que la population au grand complet devienne des mutants et comme ça, ils vont être acceptés par tout le monde. Parce que si tout le monde est pareil à toi, tu dois être accepté. Et ça, là, salutations aux gens qui ont fait le film et qui se sont intéressés à ce qui se faisait d'un comique et qui ont dû se dire, si on met pas Shredder, puis qu'on fait pas la classique bataille contre Shredder, quelle est la deuxième meilleure histoire qu'on peut faire? Celle de Hobbs et Mutant Town, puis les Mutant Animals, est probablement le meilleur choix que tu pouvais faire. Oui, effectivement, mais tu sais, c'est parce que c'est quelque chose au niveau de tout ce qui touche les mutants a toujours été approché. On se rappellera que le premier film des X-Men, c'est exactement ça. Absolument. McKellen qui fait Magneto, qui veut absolument transformer tout le monde, en fait, toutes les superpuissances, les chefs des superpuissances en mutants. Effectivement, parce qu'à la base, il voulait faire sur une partie de Manhattan, mais surtout sur le Liberty Island pour que où était réuni tout le monde. Tout le monde. C'est quelque chose qui arrive souvent, c'est parce que si tout le monde sont pareils à moi, ils n'auront pas le choix de m'accepter. Et moi, j'ai trouvé ça génial. On parlait de la scène d'entraînement sur le toit parce que, tu sais, à ce moment-là, dans l'histoire, ce qu'on comprend, c'est que Splinter veut pas qu'il sorte ou qu'il sorte le moins de temps possible. Les autres, ils veulent découvrir le monde, être acceptés. Ils aiment aller voir des films, se promener un petit peu. Mais là, en jouant à lancer un shuriken à travers un melon d'eau, le shuriken
explose le ballon d'eau, mais se ramasse sur le casque d'une petite fille qui passait par là en scooter. Et là, on a introduit un personnage qui est super important dans le film aussi. Puis moi, j'ai trouvé être un petit peu genre le cœur, puis ce qui lie genre tout ça. April O'Neil, qui elle aussi a des raisons de vouloir ramasser, trouver ce qui se passe avec Superfly, puis mettre fin à ce conflit-là. Puis son côté de journaliste embarque aussi. Ah, mais ça, la façon qu'ils ont présenté April O'Neil, parce que le problème qu'il y avait eu, que la première bande-annonce avait sorti, il y avait eu beaucoup de backlash parce que, on va le dire, elle n'était pas de la bonne couleur. Non, elle est noire, puis elle est une petite grosse. Jeune fille noire, puis c'est ça, elle est chub. Sauf que, tu sais, dans la dernière itération qu'il y avait eu chez Nickelodeon, elle avait déjà changé de couleur, puis elle était déjà noire. Sauf que, tu sais, c'est peut-être une série qui a été moins écoutée par moins du monde. Donc, pour nous qui sommes proches de la quarantaine, ou même moi qui dépasse la quarantaine, April O'Neil, elle est blanche, puis elle est rousse. Et là, ça avait soulevé, encore une fois, le bastion directement du changement de couleur. Et ça fait que, tu sais, on a eu souvent le problème avec le whitewashing, puis là, le monde voyait ça d'une autre façon de l'autre côté. Et là, le monde pensait que ça allait virer une version woke, ultra haute, puis qu'elle allait passer un message avec April O'Neil. Non, finalement, elle, quand elle tombe ses tortues, là, finalement, ils finissent par la sauver, puis elle les accepte tout de suite parce que elle aussi a le même problème que les tortues. Tu sais, que je parlais au début des adolescents, que même si tu es en pleine vue, tu veux te faire accepter, tu veux t'aimer par les autres, tu veux te faire reconnaître, tandis qu'elle, elle fait partie des personnes qui... C'est la rejet de l'école. Et en plus, c'est pas à cause de sa couleur, c'est pas à cause de son poids, ce qui aurait été deux éléments scénaristiques hyper faciles à mettre de l'avant. Exact. C'est même pas ça. Ben non, c'est parce qu'elle a voulu. Elle écrivait dans le journal de l'école. Elle a eu une chance de faire un bulletin de TV à l'école parce qu'ils font comme des bulletins de TV. Et quand elle est arrivée devant les caméras, elle a stressé et elle a vomi en direct. Moi, ce que j'ai aimé de ça, là, c'est comme si les producteurs nous avaient dit vous pensez qu'on allait vous sortir le classique de la couleur, le classique de. Pas qu'il n'y en a plus de ça, mais il n'y a pas juste ça comme raison à l'école pour être mis de côté. Il y a un paquet de raisons qui peuvent arriver à un paquet de monde. Là. Puis tu sais, que April O'Neil soit noire à New York, ça se peut. Là. Ouais, c'est parce que t'es à New York. Là. Ils n'ont pas été sur le côté facile de la victimisation. Exactement. Et ça, j'ai trouvé ça tellement brillant. Oui, effectivement, parce que tout peut servir à te rejeter, puis tout peut faire que tu vas devenir une victime des bullies. Puis elle, c'est à cause de ça. Puis surtout, à l'époque où tout se rabat sur YouTube, parce que c'était des vidéos Internet, elle finit en mime. Ça fait que c'est sûr qu'elle a fait le tour de la ville au grand complet 3 fois. Donc, elle, d'une certaine façon, sa vie est brisée. Et elle voit dans l'histoire des Turtles une façon de faire du véritable journalisme. Et oui, parce qu'elle veut profiter du fait que c'est des ninjas pour réussir à aller chercher de l'information sur Superfly et monter sa crédibilité. Incroyable. Et tout le monde y trouve le compte. Eux autres, ils se disent, si on ramasse Superfly, on va être vu comme des super-héros, on va régler un problème. Vu qu'on est des héros, les gens vont nous aimer. Elle se dit, si je réussis à faire ça, je vais pouvoir avoir une nouvelle intéressante. Les gens vont oublier que j'ai vomi en direct. Je vais regagner du galon dans mon école. Puis tu sais, je trouve ça tellement génial. Tu sais, je veux dire, son univers se résume à ça, comme n'importe lequel ado. Tu sais, il nous arrive des niaiseries quand on est jeune, quand on est au secondaire, puis tu sais, on a l'impression que c'est la fin du monde. C'est pas une période qui est particulièrement le fun pour tout le monde. Puis on a l'impression que le moindre petit, tu sais, la petite bévue, le petit truc, ça va genre façonner notre vie, puis ça va nous suivre éternellement. Puis ils l'ont tellement bien compris, ce truc-là. Elle est prête à mettre sa vie en danger, là, littéralement, pour gagner ses galons sociaux. Puis là, c'est le fun, parce que là, on venait de parler du premier parti de ce qu'il voulait nous apporter dans le sujet, mais ça, ce qu'on vient de parler, amène le deuxième niveau de l'histoire. L'exploitation des autres pour ton succès personnel. Les tortues veulent profiter d'April O'Neil pour se faire connaître, puis elle veut profiter des tortues. Tu sais, dans le fond, ils ont une relation toxique. Leur amitié n'est pas sincère, parce que un utilise l'autre pour ses besoins. C'est pas arrivé à ses fins. Puis à un moment donné, dans le film, on va jouer là-dessus en se disant, quand ils vont en avoir réellement besoin, ils vont se poser la question, est où? Parce qu'à un moment donné, ils ont l'impression qu'elle les a abandonnés. Effectivement, parce qu'ils se rendent compte que dans le fond, de la façon qu'elle a utilisé les tortues, c'était pour son bien personnel. Puis même eux autres se sont rendus compte que dans le fond, ils ont profité de sa situation puis des informations qu'elle avait pour réussir à se faire reconnaître. Donc, puis ça aussi, c'est super bien apporté, puis c'est une belle finale. Bon, il faut parler de la séquence suivante où là, c'est vraiment une séquence de montage où on s'attaque à tous les thugs et à tous ceux qui peuvent avoir de l'information sur Superfly. Oh, c'est awesome, ça. C'est tellement bon. Quand ils vont récupérer le scooter à April, là, c'est tellement innocent.
Mais c'est ça qui est drôle, parce que quand ils vont chercher le scooter à April, ils se ramassent avec une gang de thugs, mais les autres se sont jamais battus avec personne, ils se sont juste entraînés. Donc, ils sont pas efficaces au combat. Ils sont pas conscients de leur force. Puis ils sont tellement surentraînés qu'involontairement, les méchants sont pas vraiment capables de les toucher. Arrêtez, quand ils se font blesser, ils se blessent entre eux eux-mêmes parce qu'ils font pas attention à l'environnement. C'est comme un shuriken n'importe où, à kiss, à plante dans le genou de l'autre. Je vais pousser un moteur pour assumer un gars, mais le moteur va flipper sur lui-même puis il va knocker mon ami à l'autre côté. C'est que, tu vois, puis quand les ennemis essaient de les toucher, ils sont trop rapides, ils peuvent rien faire, donc ils sont juste pas conscients de leur environnement. Puis ils n'ont jamais combattu en synergie ensemble. Et là, tu fais comme, oh non, ça ne pourra jamais marcher. Là. C'est incroyable. Il y a tellement de gags visuels à seconde carrée là-dedans. Là. Puis tu sais, des fois, c'est simple, là, mais l'espèce de gros baraquet chauve qui arrive en avant, rah! Là, ils ont comme peur, puis là, ça revient sur lui, puis là, il y en a deux cachés en arrière de lui qui font rah! C'est complètement fou. Mais toutes les séquences de recherche d'informations sont juste trop drôles. Puis au fur et à mesure que les séquences avancent, ce que tu parles s'atténue. Puis ils deviennent de plus en plus efficaces. Ils sont conscients de leur pouvoir puis comment ils peuvent régler le problème facilement. Là, c'est incroyable. Hey, j'ai un blanc. Là. Après cette séquence-là, c'est là qu'il tombe tout de suite avec Superfly. Effectivement, puis sa gang, puis la gang des Mutant Animals qui sont présentés dans ce film-là, c'est 100% des mutants de la série animée des années 80. Et c'est génial. Ils sont tous là, il n'y en a pas un qui a été oublié. Ils sont tous là. Et ils sont géniaux. Vraiment, là. L'espèce de raie est là. Ouais. Le gecko est là aussi. Gecko Mondo, la chauve-souris avec des ailes de métal. Le cafard. Le cafard. Bebop et Rocksteady. Ça, c'est un choix qui a choqué les fans un peu aussi, là, de prendre Bebop et Rocksteady puis en faire des acolytes comme tous les autres. Puis en tout cas, on en parlera plus tard, là, ce que deviennent ces personnages-là puis ce qu'ils sont supposés être normalement dans BD. Mais, puis, ce qui est intéressant, pour les Turtles, ils ont pris 4 adolescents. C'est des acteurs qui sont pas connus. Ils les ont laissés s'exprimer. Par contre, pour les autres mutants qui arrivent là, c'est genre du 5 étoiles dans le dubbing. Là. Ils se sont gâtés, ils ont appelé. Tu sais, je veux dire, comment il s'appelle? Mentor Ray, là, la raie là, qui chante tout le temps. Tu sais, ils sont allés chercher Post Malone pour faire sa voix. Genre, vous allez halluciner de voir tous les gros acteurs qui sont collés derrière ces petits personnages-là qui ont genre une dizaine de répliques dans le film, mais qui sont hyper attachants. Et la synergie, tu sais, moi, ça m'a vraiment fait penser à la run d'IDW, là. Quand ils se trouvent finalement une nouvelle famille. Tu sais, ils se disent, OK, moi, je suis accepté dans ce groupe-là. C'est un groupe de gens qui me ressemblent, mais les idéaux sont pas les mêmes que les miennes, mais là, je suis déchiré entre... C'est des gens qui me ressemblent, je suis de la même espèce que eux, j'ai le goût d'être avec eux, mais ce qu'ils veulent faire, ça n'a pas de bon sens. L'objectif est le même, mais c'est le chemin pour y arriver qui n'est pas le même. C'est qu'eux veulent se faire accepter par le monde tel qu'ils sont, tandis que Superfly, lui, il veut se faire accepter par les autres, mais en rendant tout le monde comme lui. Exact. Et c'est ça qui est super drôle aussi. C'est un beau moment, encore une fois, d'adolescent avec Gecko Mondo. Pendant que Superfly il explique son plan, puis ça devient super tragique, puis ça n'a aucun sens, ben, Gecko Mondo et Michelangelo se rendent compte qu'ils sont pareils, puis ils sont hyperactifs. C'est que pendant que Superfly explique son plan, les autres deviennent des super amis en disant « T'es super cool, Dieu, toi, t'es mon Dieu, moi, je veux être ton Dieu, puis toi, t'es vraiment mon Dieu, non, t'es plus mon Dieu que mon Dieu, puis... » Ça achève plus. Mais là, c'est parce que ça scrape. C'est parce que t'es dans un mood possiblement le plus sérieux du film, mais ces deux-là viennent tout te scraper ça. Puis là, c'est là que tu vois qu'à d'une certaine façon, ils sont pareils, mais c'est toujours une question de leadership comme a été traîné. Exact. C'est le premier dilemme moral parce que là, ils ont rencontré dans on va dire, cette petite aventure-là, deux personnages qui sont centraux pour eux. April O'Neil, qui veut attraper Superfly pour regagner sa popularité pour les aller. Et ils rencontrent aussi Superfly qui le propose. Ils font comme, ben là, enfin, vous avez trouvé une gang comme vous autres. Tout ce qu'on veut, c'est vous accepter. Puis ce qu'on aimerait, c'est transformer tout le monde en mutant pour qu'ils soient comme nous. Fait que là, c'est comme, hey, là, vous allez devoir poser vos billes comme il faut parce que c'est... Puis c'est une bonne manière de construire un méchant, là, tu sais. Disney, Marvel, prenez des notes autant sur l'animation, sur comment construire un méchant. Ça, c'est un méchant qui est le fun. Ce que le monde aimait, genre dans Thanos, là, on le retrouve dans Superfly. Tu sais, il
C'est pas un méchant parce qu'il a besoin de l'être. Là. Il y a des véritables raisons, le présenter. Puis c'est pas super compliqué. Tu as 10 minutes de screen time avec lui, mais tu comprends sa position. Tu vas l'haïr un peu plus tard dans le film. Mais je veux dire, il apporte, c'est intéressant quand même. Quand il raconte son histoire, c'est la même que Splinter, qu'il a sorti ses enfants. Lui, il a fait la même chose avec ses enfants mutants. Il les a sortis, puis la population leur a tiré ses canettes de bière par la tête, puis le canne. Sauf que lui, son agression, plutôt que vivre reclus puis se cacher, il a dit « Ah ouais, vous m'avez poussé à dehors, ben moi, je vais vous faire comprendre que je peux être accepté, puis je vais vous rendre comme moi. Là. Si vous m'avez repoussé, là, ben je vais vous rendre comme moi. » Non, c'est carrément la même histoire. C'est en parallèle avec ce que Splinter a vécu. Mais c'est deux réactions totalement opposées. Il y en a un qui a vécu dans la peur et il s'est caché, tandis que l'autre, il a été avec la version militarisée de la chose. D'ailleurs, il faut absolument souligner cette joke de treilleuse extraordinaire. Présente tout le long du film. Oui, qui a plusieurs payoffs. Parce que Splinter dit à ses enfants, vous ne pouvez pas monter sur le bord des humains parce que s'ils découvrent que vous êtes des mutants, c'est pas, ils vont prendre voler votre sang pour réussir à créer d'autres mutants. Donc, ils vont vous brancher sur des treilleuses et siphonner votre ADN sur des treilleuses. Ils vont vous trahir. Et tout le long, c'est un peu la joke de se dire, ben franchement, voyons, ils nous trahiront pas. Ouais. En tout cas, on parlera pas du Milking 2000. Mais là, j'ai tellement ri à ce joke-là. Là. J'étais comme, ben puis ça a été quelque chose qui a été super brillant parce que autant que dans le comics qu'on lit présentement, le personnage qui était à la tête de cette entreprise-là ressemblait à la Devil Girl. Exact. Sauf qu'en réalité, c'était une fille qui avait des lunettes rouges stylisées. Et bizarrement, son nom de famille était Ultron. Tan, tan, tan. Ouais, puis elle a les mêmes lunettes que le suit robotique Android de Krang. Tan, tan, tan. C'est qu'ils ont réussi à ramener les Ultrons de façon tellement subtile. Puis, tu sais, même à la fin, avec le nom de leur compagnie, tu te rends compte que c'est du Ottawa. C'est génial parce que, tu sais, ils en ont mis juste assez pour que les fans soient capables de voir les références, ses lunettes, la manière qu'il est habillé, puis tout, qui mettent les trucs en place. Tu peux les utiliser ou non après. Tu sais, je veux dire, le personnage remplit ce qu'il a besoin de faire, mais en même temps, pour les fans de Turtles, c'est comme on est en train de vous dire, tu sais, on est là. C'est ça, parce que... C'est ça, parce qu'en arrière de cette histoire-là, de l'histoire des Mutant Animals, des Turtles, il y a toute cette partie de TCRI qui veulent remettre la main sur les tortues pour récupérer, refaire du ooze. Exactement, pour se monter une armée. Exactement ce qui était le plan de Devil Girl, j'ai perdu son nom dans le comics. Elle avait avoir ça pour se monter une armée. Exactement. Donc, cette faction-là est là aussi dans le film. Elle est juste en sourdine. Elle est juste en dessous de tout ce qui se passe, parce que après ça, on tombe rapidement dans l'action, puis avec, évidemment, Superfly et cette magnifique scène de Splinter qui est juste trop débile. Effectivement. Mais tout ce qui mène à ça. On a April qui les attend dans les égouts. Là. Cette scène-là, j'ai trouvé ça fantastique, super drôle. Puis le payoff à tout ça, quand tu penses qu'elle s'en va, elle va revenir, Splinter qui arrive. Wow! Oui, mais tu sais, c'est tous les référents qu'on peut avoir là-dedans. C'est parce que c'est du copier-coller de toutes les séquences qu'on a vues dans le film, d'où ce qu'ils ont eu leur entraînement. Tu vois que ça a été travaillé, puis ça n'a pas été fait à la va-vite, puis ça a été réfléchi. Chaque séquence d'action dans ce film-là, il y a du monde qui sont assis, puis ils l'ont pensé. Et non seulement ça, mais moi j'ai eu, je sais pas pour vous autres les gars, mais le feeling que c'était des fans des Turtles. Tu sais, Burton, je l'adore, là. C'était un fan de Batman, mais un fan de Batman. Il aimait ce que Batman était, mais il n'en a pas vraiment lu à part 3 numéros quand il était jeune, puis il aimait l'esthétique. C'est ça. Il a tweaké l'histoire pour que ça fasse son affaire, puis il a pris même l'estime décision de faire du Joker, le tueur des parents de Bruce Wayne, ce qui n'a aucun estime de sens. Mais tu sais, il l'a fait parce que, je vais dire comme toi, Jean-Nic, c'était un amoureux de l'esthétique et de ce que représentait Batman. Mais tu me feras pas croire que ce gars-là, à part peut-être Dark Knight Returns, puis encore là, je suis pas sûr qu'il a tout compris, avait lu ben gros de Batman dans sa vie, là. Ouais, non. Puis c'était même pas, tu sais, à l'époque où il faisait le film, Dark Knight Returns était publié, puis c'était comme en parallèle, puis on n'était pas là, tu sais, c'est... Alors que là, j'ai vraiment l'impression que les gars qui ont fait ce film-là, là, ils l'ont lu à Run qu'on a lu, là. Ouais. Oui, puis ils ont certainement écouté tout ce que Nico DeLeon avait sorti dernièrement, donc ils ont fait leur devoir.
Puis tout a été respecté, puis tout est approché d'une façon différente. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que autant le film peut être enfantin, c'est que l'adulte va réussir à prendre son compte parce que les sujets sont quand même intéressants puis importants, mais jamais apportés dans une lourdeur qui est trop haut. Et puis le payoff en action est juste là. Et une des critiques qui m'a surpris, c'est une critique qui avait été faite aussi à l'époque, en 1990, lors que le premier film était sorti. J'ai beaucoup de mes collègues, puis des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit « je suis pas sûr que c'est pour les jeunes enfants. » Et là, je me suis mis à me dire, parce que moi, j'ai travaillé dans un club vidéo, est-ce que j'aurais conseillé ce film-là à un enfant de 7 ans, mettons, ou 6 ans? Mais oui, de la même façon que j'ai écouté lui de 90 à l'âge de 7 ans. Mais on est donc bien rendu, Moumoune. Dès qu'il y a un coup de poing qui est donné, un enfant ne peut plus écouter ça. Pour beaucoup de parents, malheureusement. C'est une approche parce que je pense qu'au niveau de la conscientisation par rapport à la violence, c'est qu'on est tellement rendu dans une société où c'est parce que il y a des extrêmes, puis malheureusement, on a vécu avec ces extrêmes-là puis les conséquences. Oui, mais t'as pas le film de 90 avait eu les mêmes critiques avec les mêmes problèmes. Là. Jean-Nic, tu te souviens de ça? Par contre, ce que je dirais, on reproche, souvent on parle à l'émission, on se dit, on a grandi en écoutant Robocop et Terminator, puis ça nous a pas tués. Là, je suis en train de le vivre, là, en ce moment, genre 2 mois, j'avais pas vu le film de Mario Bros. Là, en ce moment, je l'ai vu à peu près 50 fois. Mon petit bonhomme capote dessus. Par contre, il y a des moments dans le film de Mario Bros qu'il aime pas. Quand Bowser est là, il est pas à l'aise. Il a un demi-sourire, puis il me demande toujours si Bowser est gentil. Puis, il faut que les frères Mario soient là, puis qu'ils règlent la situation. Les moments de Bowser que moi je trouve drôles, ça y fait peur. Fait que là, je comprends, OK, il y a des affaires, qui sont plus traumatisantes, et tu l'interprètes pas de la même manière, mais ça marque. Moi, je pense que dans 2-3 ans, il va être prêt pour écouter Turtle. Il va l'absorber. Est-ce que c'est fait pour ce public-là? Absolument. Est-ce que ça aborde des thématiques? Est-ce qu'il y a des affaires qui sont peut-être un petit peu trop rough pour les enfants, pour les ados? Oui, mais ça fait partie de la game. Hein? Moi, je pense que ça, c'est important. Ça challenge les ados, ça challenge les enfants. Puis, c'est une responsabilité de parents après. Mais c'est cool qu'il y ait là. Puis c'est un peu ça, l'adolescence aussi. Là. C'est la recherche du monde adulte. Puis... Mais on est très loin du Cobra Kai. Là, où ce que Cobra Kai, c'est se casser le bras puis se tirer en bas du 3e étage parce que c'était juste pour le fun. Là, les séquences d'action puis la violence ont une raison. C'est du monde qui réagisse à une situation violente pour défendre du monde. Aussi, il y a ce niveau-là qu'il faut prendre comme différent. Mais rappelle-toi qu'en 90, quand il y avait eu cette controverse-là, ça avait résulté que dans Turtle 2, ils n'utilisaient même plus leurs armes. Non. C'était des objets, on pogne des saucisses pour faire les nunchakus. Puis... On se sert pas de rien, là. Parce que le 1 avait eu beaucoup, beaucoup de critiques sur la violence. Et ça m'a quand même surpris quand j'ai entendu ça de la bouche de gens que je connais bien qui me disent « je suis pas sûr, j'aurais amené mon garçon ou ma fille de tel âge-là. » Puis j'ai eu la réflexion, je me suis dit, tabarouette, c'est pas drôle, presque 30 ans plus tard, de penser encore que c'est, tu sais... Ouais. Mais tu sais, en fait, c'est comme, tu sais, pourquoi t'es assis là en train d'écouter le film? Tu sais, nous autres, on n'a pas à le défendre. Là. On est des geeks, puis en plus, on a grandi avec la série télé, on lit des BD, on est là. Mais tu sais, pourquoi un enfant normal irait s'asseoir et écouter ce film-là? C'est le pari qu'ils ont pris. Exact. Et moi, je trouve que ça a payé parce que j'ai adoré ça. Mon gars a adoré ça. Il est sorti de là, il faisait des passes de ninja dans les rangées. Il a trippé au bout. Là. Et je veux pas vous... suis convaincu que c'est juste assez violent, edgy, un petit peu sur le bord de la ligne de ça devrait pas être ça pour des enfants pour que justement les enfants aient du fun puis qu'ils trippent, qu'ils aient l'impression d'écouter un produit qui est peut-être pas... qui est peut-être pas juste pour eux autres, puis là, OK, mon père me laisse le voir parce que, tu sais, puis... non. Ils sont pas sûrs de comprendre que les référents, mais genre, ils comprennent que... Et là, ils nous la jouent Godzilla à la fin. Oui, ben je pense qu'ils ont voulu monter le stake, c'est pour qu'il se fasse vraiment remarquer, parce que si tu te bats contre quelqu'un qui fait 3 pieds dans une rue, là, ben le lendemain, t'es oublié. Tu sais, t'es à peu près comme une statue de 300 000 km qui sort du milieu de l'océan, le lendemain, tout le monde t'a oublié. Oui, dans les Éternels, ça. Ouais, on les salue. Mais là, on la joue Godzilla. Superfly remute encore parce qu'il est proche de sa bombe. Ouais, effectivement, il drop dans B. Puis là, ils font comme, parce que là, sa bombe a sauté dessus. Puis en dessous de l'eau, il y a aussi des animaux. On n'a pas
en réalité, on a réglé un problème, mais on n'a pas créé un autre. Mais effectivement, il a fusionné avec tous les animaux qui étaient dehors, c'est qu'il sort avec une baleine. Et là, la baleine part à nager en état de panique parce qu'elle est fusionnée avec Superfly. Elle saute, elle se plante dans un zoo. Dans un zoo, il y a plein d'animaux. Ça fait que tout fusionne avec et il devient un amalgame de tous les animaux du zoo et de ce qu'il n'y a pas dans la baie. Et le cheval, là. il se rend compte qu'il y a une patte de chevaux parce que sa patte est faite plein de chevaux. Comme c'est le principe pour écraser du monde. Là, mais, c'est tellement cave. De toute façon, il est tellement malaisant. La girafe dans sa face, a tellement de l'air à la pitié. Là. La plupart des animaux ont l'air de dire genre tuez-moi, ça fait mal juste de vivre. C'est parce que les humains sont pas fusionnés à 100%, ils sont encore conscients puis vivants, ils sont juste tapés dessus, là, mais ils sont... Ça vient répondre un peu à une question du début. Tu sais, OK, ils ont reçu du hausse, l'animal, il devient comme une version humaine plus grosse de cet animal-là. Mais là, si t'en pitches plein d'affaires en même temps, puis ça fusionne, puis là, c'est comme, ce sera pas nécessairement un mix parfait de tout. Là. Il va peut-être avoir un bras où il y a genre 2 pattes de girafe qui sortent d'un bord, puis une tête de zèbre de l'autre. Puis c'est pas tout le monde qui chill puis qui cote avec... Ils l'ont fait de manière vraiment à droite. C'est tellement innocent. Tu le vois sur tout, c'est comme oh, hostie. Puis tu sais, ça fait encore genre des ados qui essaient de régler un problème et qui causent juste quelque chose d'anarchique. Il est anarchique, Superfly, à la fin, là. Il n'y a rien qui fonctionne dans Effectivement, puis eux, en essayant d'arrêter ça, ils se font pogner par les caméras à travers de ça. Donc, beaucoup de monde pense que c'est eux qui sont derrière tout. Donc, ils deviennent la menace numéro 1. Et c'est là qu'il y a le moment plus votant du film qui va mener à la finale. Puis on va vous laisser découvrir ce bout-là. Mais sérieusement, tout ce qui se passe, la séquence d'action, de la façon qu'il l'amène pour réussir à battre l'ennemi de la fin, là, c'est le payoff de tous les problèmes qu'ils ont mis depuis le début du film. Chaque problème, c'est la ségrégation sur le racisme, sur le rejet, sur le bullying. Tout est réglé. Là. Puis, tu sais, il t'envoie un message d'en face que tout est possible de façon ultra simple, en même pas 5 minutes. Le trajet du point A au B pour se rendre à la fin, là. La fin m'a surprise, par exemple. Parce que, puis j'aimerais savoir votre opinion, tu sais, je sais pas si on peut spoiler à ce point-là, au pire, fermez le podcast. Là. Non, fermez pas, restez. Mais... Changez pas de poste. Changez pas de poste. On va vous mettre la TV à la place, OK? Mais la fin, tu sais, qu'ils finissent par être acceptés pour des raisons X ou Y, je pensais qu'ils allaient quand même vouloir vivre de leur propre façon, mais finalement, non, ils décident de vivre comme un peu les humains. Ouais, puis ils rentrent à l'école secondaire. Puis ils rentrent à l'école, puis là, le message, c'est quoi? Change pour que le monde change ou deviens comme les autres, ou... un petit peu plus de misère avec la fin. J'aurais aimé qu'ils fassent comme, maintenant on est accepté, c'est correct, mais on aime aussi notre chez nous, puis on aime la façon dont on vit aussi, tu sais, On n'a pas parlé, là, mais il y a un moment où tous les personnages qui sont, tu sais, qu'on va dire, qui sont des acteurs dans l'histoire, se rendent compte qu'ils le font pour la mauvaise raison. Ouais. April, elle voulait faire ça pour gagner le galon. Finalement, elle se rend compte que, elle veut vraiment être journaliste, puis elle les aime bien, les Turtles, puis elle devrait faire ça. Puis eux autres, ils se disent, on devrait pas rien qu'être des héros pour être des héros, puis être acceptés. Faut le faire parce que c'est la bonne chose à faire. Puis même si les gens nous aiment pas après. Puis, mon Dieu, c'est génial. On spoil pas la fin, mais il y a un des humains qui est là à la fin, qui est doublé par Kevin Eastman. C'est vrai. Pour à quel point ils ont du respect puis qu'ils sont là, genre, pour toutes les itérations. Là, ils ont trouvé un moyen d'intégrer un des créateurs des Turtles en lui donnant un petit bout de voix. Mais bref, pour la finale, ils ont décidé qu'on y allait en ligne là-dessus. Puis, ils croyaient tellement dans le produit qu'ils ont annoncé qu'il allait avoir un deuxième film puis une série télé. Ouais. Mais qui va être complètement différent de ce qu'on connaît de par le nouveau statu quo, là. Effectivement, mais de toute façon, ils ont tellement investi. Nicolas Léon ont acheté ça. Pourquoi? C'est pour 60 millions de dollars qu'ils ont acheté à Kevin Eastman? Oui. Kevin Eastman et Peter... non, ils ont à Peter Laird, parce que Kevin Eastman avait vendu à Laird dans l'espoir que Laird s'en débarrasse jamais. Puis Laird s'est retourné de bord, puis il l'a vendu à Nicolas Léon. Puis d'ailleurs, Eastman et Laird, leur chicane part de là. Parce que je pense que Eastman avait vendu ça 4 millions, je pense, à Laird. Ou une affaire de même.
Puis il pensait que Laird allait comme être le gatekeeper puis redonner des redevances sur tous les autres projets. Puis Laird a comme fait non, je vais le prendre. Je vais donner 2 millions à Iceman puis je vais prendre un 18-20. C'est un peu triste la façon que ça s'est fait. Mais là, quand je parle d'un nouveau statu quo, c'est que, mettons, tu annonces tout ça. Clairement, la série télé, elle peut se passer dans les égouts, mais là, les Turtles sont à l'école, là. Ben, c'est là que, clairement, la série télé va se passer là. Ça va être à l'école, ça va être des épisodes, ça va être du 20 minutes, des petits trucs qui arrivent à l'école. Il va y avoir des mutants, des petites affaires. Le sitcom normal. Ouais, mais c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, puis ça, je trouve ça quand même à la fois épeurant et intéressant. Parce que, tu sais, on n'a jamais vu des Turtles à l'école, là. Ben, non, moi, la finale, moi aussi, j'ai trouvé ça épeurant, le fait qu'ils enlèvent le bandeau, puis tu sais, ils vont... ils sont jeunes, puis ils s'en vont, ils rentrent dans la société. Les implications, comment tu dis ça, on n'a jamais vécu ça avant. Puis ils sont habillés, là. Ils sont habillés. Mutant Town, que je vous parlais tout à l'heure, là, quand ils sont dans Mutant Town, il n'y en a pas un qui a son bandeau. Ah ouais? Ah. C'est en arrière des autres. Ah ouais? Ah, c'est cool, par exemple. C'est qu'ils sont habillés en humains, puis ils vivent comme des humains dans Mutant Town, puis ils n'ont pas leur bandeau. Ah! Ben, tu vois, c'est peut-être vers là qu'ils voulaient aller. Mais j'ai trouvé ça spécial. Et maintenant, la scène cachée. Ouais, pas vraiment cachée. Et 30 secondes après le début du générique. La plus belle scène de l'histoire de l'humanité. Là, j'en pensais à Mario Bros. J'étais là, c'est l'œuf de Yoshi à la fin, mais non, on est encore dans Turtle. Non. L'œuf de Yoshi, c'était tout croche, là. C'était n'importe quoi, là. Comparé à ce qu'on va vivre là. Mais la scène finale où on voit enfin ce que tout fan de Turtle veut voir, c'est-à-dire... Presque. C'est-à-dire... Ce que tout fan veut voir, c'est moi, Casey Jones, mais la deuxième affaire, c'est Shredder. Et Shredder. C'est tellement hot. Tu sais, ils l'ont joué à la Batman Begins, c'est-à-dire que OK, vous voulez tout voir le Joker. On sait que vous voulez tout voir le Joker. Ça aurait été facile de faire le Joker. On aurait pu faire le Joker. On a décidé de vous présenter quelque chose d'autre qui vient du lore de Batman. Mais OK, on vous a quand même compris. On laisse une porte ouverte avec la carte du Joker à la fin du film. Bang, tout le monde est fou. Ça aurait été facile de faire Shredder. J'aurais voulu qu'il fasse Shredder. On voulait tous voir Shredder. Ils nous ont entendus. Et là, j'ai juste un gros crise de hype pour voir cette version-là qui semble être un mercenaire. Oui, mais j'accepte l'idée parce que même des comics qu'on lit présentement, Shredder, par le bout de temps, c'est à peu près ce qu'il était devenu. Oui, alors on parle d'un mercenaire qui est engagé par les Ultron. Effectivement, pour aller chercher les tortues et les traires. C'est du génie. C'est du génie. Tous les personnages dans ce film-là qui ont plus que 3 lignes, ils ont réussi à les développer pour que je care pour eux autres puis j'ai du fun. Même si l'histoire originale n'est pas respectée avec Shredder, je leur fais confiance pour nous le développer, nous trouver une histoire qui fait du sens là-dedans. Ah, wow! Ouais, mais la façon de l'amener est géniale dans le sens où, au lieu de... Tu sais, je veux dire, c'est le Ultron qui vont le chercher. Tu peux très bien après ça greffer le Foot Clan. Tu peux greffer tout ce que tu veux après ça. Tout ce que tu veux, puis de toute façon, c'est brillant aussi parce que, tu sais, quand t'emmènes ton plus gros vilain direct en départ, là, c'est quoi? C'est à peu près comme si tu avais un film de Superman, tu présentes direct en partant en Zod, puis tu le dis à la fin du premier film. Ça ferait pas de sens. Non. Ah, c'est vrai, ils l'ont fait, hein? Ah, ouais. Ouais, mais en passant, tu sais que c'est un hommage au premier comic. Parce que Eastman et Laird... Ah, mais il est mort après. Il est mort dans le premier comic. De la façon que Shredder meurt dans le film des années 90, c'est la même. Ce qui s'est passé. Il tombe dans un compacteur et il se fait écraser. C'est la même chose. Puis Eastman avait toujours dit, puis ça fait un peu référence à Jean-Nic, à des conversations qu'on a eues sur Kirkman quand il écrit Walking Dead, de prendre des décisions que des fois tu vas regretter à long terme. Eastman a toujours dit, une des erreurs qu'on avait fait, c'est qu'on avait un des méchants les plus intéressants, puis on l'a tué first number. Mais effectivement, mais ça, c'était une maladie des années 90. Parce que quand Image Comics était venu au monde, l'objectif, c'était de faire des mini-séries. Elles autres ne voulaient pas faire des séries qui duraient du 20, 30, 40, 50 minutes. Ils voulaient faire des mini-séries, puis à chaque 6 numéros, créer une nouvelle gang. Wildcat, quand il est sorti, leur super vilain, il est mort après. Puis quand la série est partie tout croche d'un bord plus l'autre parce que ça durait pas loin de 50 numéros, vers la fin, ils n'ont pas eu le choix de le ramener. Puis c'est le même vilain qui est revenu dans Superman New 52, puis on n'a plus jamais revu parce que ça a pris une drôle de tangente. Mais sauf que c'était commun à l'époque parce qu'il faisait tellement un produit qui était consommé, normalement qui était supposé d'être rendu à la poubelle, que quand il était rendu face à un succès monstre lié à cette série-là, là, il faisait
On avait créé le méchant Alpha, on l'a tué, puis on est comme dans le trou. Je suis quand même content aussi ça leur a donné l'occasion de présenter toute une autre facette que nous, les fans de Turtle, on connaît, mais que dans la culture populaire, dans le grand public, était peut-être méconnue. Toute l'histoire des Mutant Animals, de méchants qui peuvent provenir d'ailleurs que de Shredder. La série animée de 87 a fait de Shredder ce qu'il est maintenant. Et... Ben, oui et non, parce que la série animée était là pour vendre des jouets. Là. Fait que Shredder, là-dedans, c'était un peu... c'était un running gag. Là. Il travaillait avec Bebop et Rocksteady, puis il faisait des plans foireux qui... finalement, allait pas de l'avant parce que les Turtles, ils voulaient faire la soupe aux tortues puis ça arrivait pas. C'était un peu le Gargamel de cet univers-là. Exact. Méchant qu'on connaît, mais il impose pas nécessairement la crainte, la peur, on le considère pas vraiment. T'sais, la série de 87, ils ont créé quelque chose d'iconique, mais ils l'ont jamais vraiment construit comme il faut. Mais le film de 90 en a fait un voleur de VHS extraordinaire. Qui a inspiré la franchise Rapide et Dangereux, parce qu'eux aussi ont commencé en volant des VHS et des DVD. Exact. Écoute, je l'ai fait écouter à mon petit homme qui est revenu du film, bien craqué de vouloir écouter le vieux Turtle. Et quand il y a les premiers plans du départ avec le reportage de April O'Neil partout dans la ville, on se demande qui est à la tête de cette mystérieuse vague de vol. Puis là, tu vois littéralement voler des télés à gros cul. Là. Puis mon gars me regardait et faire comme... Pourquoi quelqu'un voudrait voler ça? Pourquoi ils font ça? Puis là, l'empire criminel de Shredder est basé sur des montagnes de VHS, puis de télé à gros cul, puis de trucs genre... Ben, c'est parce qu'il paraît que dans un film que tu veux pousser vers les jeunes, si tu mets une usine de crack puis de cocaïne avec des filles tout nues qui coupent ça, c'est plus rough. Mais il l'avait fait dans Robocop. Mais c'était pas fait pour les enfants. C'est ça que je veux dire. Là. Dans Robocop, il y avait ça, mais là, dans Tortue, tu peux pas faire ça. Ça fait que tu peux pas couper du crack puis de la cocaïne. Fait que tu voles des TV. Tu voles des TV. Mais il était fucking épeurant pareil dans le film, là. Ben, pas au début, c'est qu'il décide de déguiser son équipement, là, qui devient épeurant. Dans le 2, là? Ben, c'est pas dans le premier c'est dans le 2 qu'il aiguise son équipement. Ah, OK, pour le rendre encore plus épique, c'est vrai. Parce que dans le 1, c'est le déchiqueteur, cette créature. Parce que moi, la version française des Turtles, ça reste la mienne. Là. Moi, Marc Labrèche qui fait une tortue, c'est gagnant. Il faisait Denis, je pense. Là. Absolument. Et il est encore à ce jour le meilleur Denis qui a passé. Et je suis probablement le seul cave qui rencontrerait Marc Labrèche en lui disant « Sérieux, fais-moi Denis, s'il te plaît. » Il doit même pas s'en rappeler. Et la tradition française de ce film-là est extraordinaire. Là. Cette créature. Non? Moi c'est la première... C'est le premier film que j'ai eu chez nous. Là. Genre, je me rappelle encore mon père qui l'avait acheté en travailler. Puis, tu sais, ça a joué pendant des années. J'imagine même pas les traumatismes de mes parents. Mais, tu sais, moi, dans ma tête, c'était je me levais le matin, il fallait mettre la cassette des Tortues, puis jouer avec mes blocs Lego dans le salon pendant que le film des Tortues Ninja. Anecdote, juste pour vous dire comment ce film-là a pu me marquer. Là, je me rappelle exactement la première fois que j'ai vu la bande-annonce. J'étais chez un de mes amis. Et on est en train de jouer dans le salon. La TV est ouverte. Je pense que c'était à TQS. La bande-annonce du film de Turtle a passé. Première chose que j'ai faite, j'ai appelé mes frères. J'ai dit, vous changez de poste, vous mettez ça à ce poste-là. Puis écoutez, là, il y a une bande-annonce, ils vont sortir un film des Turtles. Incroyable. Parce qu'à l'époque, on voyait pas ça sur Internet, puis c'est pas publié dans les journaux. J'avais vu la bande-annonce à la TV, à TQS. J'avais appelé mes frères, j'avais fait changer de poste, écoutez ce qui se passe là. Vous allez voir, peut-être tantôt, il va y avoir une bande-annonce, il y a une sorte d'un film des Turtles. Ouais, c'est incroyable. Et là, on écoutait la TV en espérant voir la bande-annonce. Incroyable comment ça a changé, pareil. Hein? Oui. Mais moi, le souvenir de ta cassette, Jean-Nic, là, j'ai la même chose, mais je t'ajouterais 2 VHS à ça. Là. Celui de Terminator 2 et celui de Jurassic Park. Là. Genre en boucle, là, les 3. Là. Vous avez pas vu Turtle au cinéma? Turtle au cinéma, c'était en 90. J'avais 5 ans. J'étais un peu trop jeune. Oui, peut-être. Un peu trop jeune. Comment? Moi, j'avais 3 ans en 90. Mais moi, Turtle, c'est vraiment quand il est sorti en VHS. Exactement. La VHS est arrivée à la maison, puis là, il fallait écouter ça. Moi, j'avais 11 ans. OK, parce que moi, ma mère m'avait interdit d'aller voir Terminator 2. C'est ma sœur de 14 ans de l'époque qui était allée, puis qui était revenue en me racontant tout le film, puis j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, parce que moi, Arnold Schwarzenegger puis Terminator, c'était ma vie, là. J'avais jamais vu 1 minute d'un film de Terminator. Hey man, t'avais pas vu Terminator au cinéma? Non.
et c'était ma vie, là. Mes sympathies. Non? J'ai pleuré ma vie, Alan, jusqu'à... Je pense que j'en parle encore à ma mère. En 92, j'ai pu aller voir Batman Returns, par exemple, et être un de ces nombreux enfants traumatisés. L'expérience Terminator 2 au cinéma ça devait avait être incroyable. aucun sens. Ça devait être incroyable. Il y a que le bout du Gatling Gun où il faut qu'il tue personne, là. Il y a que ce moment-là, t'es flabbergassé, puis qu'est-ce qu'ils ont fait avec le mercure ou le métaux qu'ils ont C'est utilisé? génial. C'était tellement du... Tu sais, James Cameron, qui décide d'utiliser son environnement puis vraiment travailler là-dessus, il est fort là-dessus. De toute façon, je persiste et je signe encore qu'à ce jour, Terminator 2 est le plus grand film de science-fiction de l'histoire. Challengez-moi tant que vous voulez, là. Je m'en fous. Pour moi, c'est... Il y a tous les codes du film d'action qui sont respectés de A à Z et c'est des effets techniques Puis aux c'est 3/4 épique. du temps. Donc, C'est tellement épique. puis tu sais, c'est le problème que James Cameron maîtrise les codes. Avatar 2 est un film qui est lourd à écouter, mais quand tu l'écoutes pour la première fois, surtout quand tu le vois, mettons, en IMAX en 3D, c'est que les codes sont tellement respectés que ton 3 heures, il va bien passer parce que il est là et il garde ton intérêt. Les codes sont là. Oui, c'est tellement bien maîtrisé. Bon, peut-être que... Tu sais, moi, j'ai toujours dit que mon top 3, puis c'est très 1990, ça a toujours été Jurassic Park, Terminator 2 puis Batman Returns. Pour moi, c'est la trilogie ultime. Ouais, moi, c'est un peu différent. Oui, mais on n'est pas nés en même Je temps. suis plus Tron, Dune puis Blade Runner. Ouais, c'est ça. Jean-Nic, toi? Ma trilogie de... Ben, ta trilogie de films, tu sais, c'est la... Tu t'en vas d'une île déserte, c'est C'est ces la fondation, trois-là. tu sais, parce que moi, au niveau de l'humour, ça va être Ferris Bueller, qui est la base de tout Ouais. Arizona Junior. Mais au niveau de la science-fiction, c'est Tron, Blade Runner, puis Dune. OK. Ouais. Moi, ça va dépendre du genre aussi, là, mais mettons, film d'action, là, Terminator 2 va être là. Die Hard, puis... Oh, peut-être Scott Pilgrim. Ah ouais. C'est quand Une même île dé- récent. Écoutez ça, ad vitam aeternam, ouais. Ah ouais, ça irait? Ouais, ça serait... C'est 3 films où, genre, j'y trouve du fun à l'infini. Genre, je me tanne pas, puis quand je les décolle, j'ai comme pas le choix, faut que je me rende jusqu'à la fin. Fait que c'est... Tu sais, ça serait à réévaluer, là, mais ces 3-là, je pourrais... Mais je te comprends, j'ai un peu cette relation-là avec Jurassic Park. Je sais pas, ça fait combien de fois. C'est probablement le film que j'ai écouté le plus souvent dans toute ma vie. Là. Puis à toutes les fois, je me fais reprendre à vouloir l'écouter au complet. Ben, moi, ça reste Ghostbusters, parce que à l'époque où l'ami de mon père avait eu le premier bêta, c'était le premier film qu'il avait vu là-dessus. Donc, par défaut, c'est le film que j'ai vu le plus souvent. Puis quand on est tombé sur le VHS par après, vu qu'on écoutait souvent Ghostbusters, ben, on l'a eu, puis on l'écoutait en boucle, parce que il faisait partie des 3 films qu'on avait. Ouais. Parce que par défaut, Ghostbusters, moi, gars. Incroyable, pareil. Hein? On l'a pas... Mais Parce que Je moi, l'ai- c'était la limitation du média. Ghostbusters, puis Jurassic Park, mais on dirait que j'ai atteint un moment dans ma vie où les fantômes n'existent pas, les dinosaures, ben tu sais, ils ont existé, mais ça reviendra pas. Fait que genre, ces 2 films-là, ils ont été dans des catégories, c'est comme, c'est terminé. Moi, réécouté à l'occasion, puis... Ah ouais. Je sais pas, moi, voir un avocat se faire manger par un T-Rex, je trouve que ça met toujours un peu de bonne humeur dans ma journée. Mais pas autant que voir un ancien policier retourner dans une tour à New York pour célébrer Noël avec son ex, puis être obligé finalement de sauver la vie de tout le monde là-dedans. Ouais. Moi, et sauf que, tu sais, ça, moi, ça casse, c'est ça un clash, parce que souvent, quand je regarde, si je mettons qu'on tombe dans les films d'action, là, moi, je suis vraiment cassé par Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme. Puis, tu sais, c'est tous des films qui sont difficiles à réécouter de nos jours, là, mais sauf que mon style a été cassé par ça. Les premiers films de Sylvester Stallone aussi. Tu sais, moi, tu parles de Die Hard, pour moi, dans mon livre à moi, Tango et Cash, dans mon souvenir puis dans ma tête, il est presque supérieur au premier Die Hard, même si je reconnais que Die Hard était quoi, mais c'est une différence chronologique, tu sais. C'est de la nostalgie, là. Parfait. Die Hard à tous les niveaux, tu sais, c'est un cours d'école pour les films d'action à tous les niveaux. Mais Tango et Cash, lui, il est la cour de récréation du style super-héros d'action. Ouais. Moi, tu vois, je suis plus Predator, parce que Predator a été le film d'action qui m'a amené vers la science-fiction. Parce que le film est basé comme un film d'action. Il y a presque pas d'éléments de science-fiction. Tu peux pas te douter que c'est un film de science-fiction. En fait, avant que tu te rendes compte qu'il y a un extraterrestre, tu sais, tous les codes du film d'action sont là. Tu sais, ils s'en vont contre un autre pays, ils se battent dans des camps. Tu sais, c'est un espèce Pour de... le 3/4 du film, ça pourrait être une technologie russe. Ouais, c'est ça. Puis c'est un Rambo, là. Le 3/4 du film, c'est un Rambo, là. Et moi, ce que j'adore de ce film-là, c'est la twist de la fin, comme...
tabarnak, tout ce temps-là, c'est un extraterrestre qui est à la chasse. What the fuck, hostie? Puis ça devient un combat entre lui et l'alien. Ça annonçait absolument pas ça dans le 3/4 du film, là. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme, OK, la science-fiction, c'est pas juste du monde qui ont des grosses oreilles, puis qui ont du poil, puis qui ont... c'est pas toujours être obligé d'être dans l'espace. Ça peut être aussi simple que il y a un petit élément qui arrive à un moment bien précis d'un film, puis paf, c'est un film de science-fiction. C'est comme, wow. Moi, ça m'a jeté à terre. Et il y a aussi Arnold Schwarzenegger dans ce film-là. La poignée de main la plus virile de l'univers. Avec les jokes les plus drôles. C'est dans celui-là, Stick Around. Tu sais, à l'époque, s'il y avait eu Internet, on aurait tout été checké comment se trouver des stéroïdes pour réussir à avoir le même bras que ça. Tu sais, ça n'avait aucun sens. Mais c'est dans lui, Stick Around, quand il lance le couteau, puis qu'il accroche le gars sur le mur, puis il dit « Stick around ». Il y a tellement de one-liners dans ce film-là qu'à l'époque, il y avait une version sonore de Doom où ce que tu peux être tuné là, avec ça. Là. C'est que quand tu ouvrais une porte, c'était knock-knock. Si ça saigne, ça peut mourir. Get to the chopper! Get to the chopper! Get to the chopper! C'est tellement un bon film. Il était pas super beau dans son anglais en prononciation à l'époque. Chris, non. Puis tu sais, en plus, là, asti que c'était fucké TQS. Je viens de me rendre compte que c'est TQS aussi qui passait ces asti de films-là. Mais tu sais, Total Recall, là. Quel asti de film fucké. Paul Verhoeven, là, quel asti de mongol, pareil. Il était malade. T'en veux. Il porte vers la science-fiction puis le film d'action. Là. À peu près tout ce qu'a fait Verhoeven avant Showgirl. Là. C'est cool. Hey, ça, c'est un autre film que j'ai vu au cinéma, puis tu sortais de là quand tu étais jeune, en faisant comme... Pas sûr d'avoir compris ce que... Tu sais, moi, ce qui m'a marqué à l'époque de ce film-là, c'était les yeux qui sortaient de la tête, qui manquaient d'oxygène. Les trois totons? Les trois totons. Les trois totons. C'est parce que, à part ça, là... Le film, tu comprends à l'époque, quand tu étais jeune, en bas de 15 ans, ce film-là... Là, mais c'est ce que j'ai adoré de ce film-là. J'adore ces genres de films-là où tu les réécoutes plus tard, là. Puis là, tu te dis, hein, tabarnak, c'est ça, c'était ça l'histoire. Hein? Parce que, tu sais, quand t'étais jeune, les trois totons, l'action, les yeux, 2 semaines. 2 semaines. Tandis que la version de Colin Farrell était beaucoup plus straightforward. Tu savais exactement ce que t'étais à la fin. Ouais, d'ailleurs, c'était pas très bon. Et mon Dieu, on se rappelle encore du remake de Total Recall. Ben, c'est parce qu'ils l'ont tellement moffé. Le seul élément intéressant qu'il avait amené dans celui-là, c'est que le personnage de Sharon Stone, qui était fait par Kate Beckinsale, était fucking plus violent et awesome dans le remake. Ouais, effectivement, mais il faut dire qu'en partant, il brisait le fait qu'il était dans un rêve. Ah, c'est ça. En fait, il te laisse... Parce que Total Recall, si je m'en souviens bien, du premier avec Schwarzenegger... On le sait pas. Tu le sais pas? Non, tu le sais pas. C'est au choix. Il a accepté de vivre dans son rêve, tout simplement. C'est ça. Mais tu peux l'interpréter comme tu veux. Ça s'est passé straightforward comme dans le film. C'est l'aventure qui s'est payée, puis t'as juste écouté ce qui s'est payé comme aventure. Il a décidé de vivre là-dedans, puis il devient légume, puis c'est juste ça sa réalité. Ou ça s'est... Tu sais, il y a tellement d'interprétations possibles à ce film-là. As you wish, man. As you wish. J'en parlais avec ma blonde l'autre fois quand on l'a réécouté. Ma blonde a fait comme, ben, j'avais jamais pensé à ça. Je dis, mais oui. Je dis, peut-être qu'on a assisté à juste ce qui s'est acheté. C'est à peu près comme quand tu écoutes le premier Blade Runner, puis que finalement, tu arrives à la fin, ça fait comme, OK, c'est parce que lui, c'est un répliquant. C'est ça. Puis que le détective au début qui était là, c'est là. Puis t'as encore un certain réalisateur, qu'on va taire son nom, M. Scott, qui arrête pas de nous accueillir comme de quoi. Non, je l'ai jamais vu comme un répliquant, ça n'a jamais été l'idée. T'as passé une demi-heure au début du film à me parler du fait que maudit Blade Runner, c'est un gars qui est imaginatif, qui est un peu reclus de la société, et puis son côté très artistique poussé. Il y a un gars, toute la moitié du film, qui est assis, il parle pas, il est tout le temps dans l'ombre, puis il fait de l'origami. Puis c'est lui qui envoie Harrison Ford sur toutes ses missions, puis à toutes les places qu'il faut qu'il aille. Ouais, bullshit de moi, c'est parce que toi, à l'allure que tu avais, tu ne pouvais pas te faire casser la gueule par un répliquant de niveau 6, tout simplement. C'est que tu as envoyé un autre répliquant se faire casser la gueule. Et ça donne encore, je pense. Ce film-là est tellement génial. C'est tellement un beau film. Tandis que Blade 2049 a comme brisé un petit peu cette il te le pisse en pleine face. Il te le pisse en pleine face que c'est un humain normal. Ouais, puis tout est écrit en pleine face dans Blade Runner 2049. Là. Il n'y a pas de grand questionnement. Là. C'est comme, c'est straightforward. Là. Mais Blade Runner, c'est un film de grande décision aussi. C'est un film qui n'a pas fait un gros box-office, qui n'a pas rencontré son public, qui était adapté. Il y avait déjà des fans de la nouvelle à la base, qui a trouvé un public culte à travers le temps,
que ça a été une ostinade. Il y a un film qui a été tourné, c'est pas ce qui a été sorti, puis Ridley Scott s'est battu presque toute sa vie pour qu'on voit le film, puis genre, on revoit des exemples de ça aujourd'hui. C'est drôle, tu sais, quand j'étais jeune, ça représentait l'ultime film où genre un réalisateur s'était fait censurer, que sa vision était pas là, puis là, finalement, on peut la voir une couple d'années plus tard, puis c'est pas toujours la meilleure version. Écoute, il y en a combien de versions de Runner? 6? Bon, pas loin, là, c'est parce qu'il y en a que c'est très léger, là, les différences. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, le film devait être un monologue dans sa tête. Moi, c'est vrai. Puis, mais c'est une nouvelle de Philippe K. Dick, ça. Effectivement, ça fait que je suis pas sûr que le phénomène, c'est parce que tu peux écouter un audio de ce qui aurait dû être le film à la base, parce que dans le fond, chaque plan où Harrison Ford rentre, c'est lui dans sa tête qui décrit les plans. C'est comme si tu écoutais avec pas les sous-titres, mais l'audio pour aveugles. Mais ils n'en ont pas fait une version avec ça? Oui, tu peux l'avoir, oui. Ouais, c'est ça, puis c'est pas écoutable. C'est insupportable. La narration, c'est un rajout des studios, puis normalement, dans la version de Ridley Scott, il n'était pas supposé avoir, comment il s'appelle? Harrison Ford n'était pas supposé parler. Non, c'est supposé faire un mystère sur le côté réplicain, beaucoup plus gros. Mais c'était un bon film. Mais tu sais, toutes les nouvelles de Philippe K. Dick, ou presque, ont fait de bons films. Tu sais, le très sous-estimé Minority Report, pour moi, reste encore un asti de bon film. Ça, c'est le film qui n'a jamais eu le succès qu'il aurait dû avoir. C'est l'histoire de Tom Cruise, ça. Hein? C'est l'histoire de Tom Cruise, ça. Ouais, mais c'était bon. C'est tellement un bon film. La réalisation de Spielberg était parfaite, ce film-là. Visuellement, c'était super beau. C'était tellement beau. Puis c'était tellement bien construit. Puis les punchs, puis la morale de ce film-là, puis toutes les discussions qu'on pouvait en avoir. Ça a été le 5-6 ans où que Spielberg, dans tous ses projets de science-fiction, il se pétait la gueule après là. Parce qu'il a fait AI, ça avait été une catastrophe, là. Ouais, ça, c'était la suite de Kubrick, c'est ça? Exactement. Non. Ouais. AI, c'était un projet, c'était supposé être le dernier film de Kubrick, puis il l'avait partagé à Spielberg, ils en avaient discuté ensemble, puis tout, puis Spielberg a racheté les droits, puis il a comme fait, pour mon ami Kubrick, je vais compléter son film, puis sa vision. Puis c'est un truc que, tu sais, les studios voulaient pas, puis genre, Spielberg lui-même a mis du cash, il est allé en chercher à gauche puis à droite pour que le film puisse avoir lieu. Par contre, tu sais, ça a donné une affaire un peu bizarre. C'est un film que personne n'a vraiment aimé, puis que tout le monde, tu sais, même les fans disaient, si Kubrick l'aurait fait, ça aurait été meilleur. Tu sais, c'est comme, finalement, un projet de passion qui n'a pas trouvé son public. Mettons que pour réussir à expliquer un peu son point de vue, Kubrick aurait peut-être pas autant poinçonné Pinocchio. Ouais, c'est sûr. C'était un peu trop gros, genre, ce que Spielberg voulait faire. C'est parce qu'il y avait pratiquement Tinkerbell dans le fond de l'océan, là, tellement qu'on était rendu Pinocchio. Là. Ça avait plus de sens là, vers la fin du film. Là. Non, puis, tu sais, Kubrick avait sa façon bien à lui de... tu sais, je veux dire, Spielberg, c'est le genre de gars qui dit les affaires. Kubrick, t'es fait sentir ou ressentir. C'est pas pareil. Mais c'est un réalisateur qui avait comme beaucoup de respect pour ce que l'un l'autre faisait, mais c'est ça, c'est des styles qui... Ça concorde pas. C'est pas comme si Lucas avait décidé de faire de quoi en l'honneur de Spielberg mort ou Spielberg de quoi en l'honneur de Lucas mort. Tu te dis, c'est deux styles qui peuvent... Tu sais, ils se connaissent assez bien pour se calquer. Ouais, c'est des... C'est ça, dans le cas de Kubrick, tu sais, c'est tellement... Tu sais, The Shining, là, t'aimes ou t'aimes pas, là. Space Odyssey. T'aimes ou t'aimes pas. Clockwork Orange, t'aimes ou t'aimes pas. Ouais. Full Metal Jacket, même affaire. Effectivement, mais c'est surtout parce que tu vois, dans ces thèmes, des fois, c'est parce que Clockwork, tu peux peut-être aimer il faut que tu aimes le style du film, mais au niveau de la violence, si t'es pas prêt. Hey, Chris, tu manges une volée là. Non, c'est ça, c'est parce que il n'y a pas de nuance. Puis Shining, la peur réside dans... Il faut que tu t'imprègnes du film. Puis il faut que tu comprennes que l'hôtel est un personnage. Puis il faut que, tu sais, je veux dire, ma blonde a écouté ça, puis elle l'a écouté premier niveau en étant sur son téléphone, tu sais, elle s'est pas laissée imprégner par le film. Fait qu'elle a fait, c'est pas épeurant, parce qu'elle, elle voulait avoir de quoi au premier degré qui fait peur. Mais Shining, ce qui fait peur, c'est toutes les implications, puis la folie, puis, tu sais, c'est ça qui fait peur. Mais si tu l'écoutes pas super concentré, tu vas y manquer. Puis, tu sais, je considère que c'est un chef-d'œuvre, mais Stephen King lui-même déteste ce film-là. Tu sais, je veux dire, c'est lui qui l'a écrit, mais il aime pas l'adaptation, tu sais. Ouais. Mais Stephen King a pas aimé The Flash?
Tout le monde, selon WB, a aimé The Flash, même. Même Tom Cruise, il l'a pas voulu appeler en faisant comme, c'est quoi la marde que t'as sorti là? Il a dit que c'était le film le plus bon du monde. Ouais. Fait que tu me permettras de prendre ça avec un grain de sel. Le 2 mois, Warner avait des gros problèmes. En ce moment, Warner, ils ont dit à James Gunn, stresse-toi pas, fais donc ce que tu peux. L'argent, c'est plus un problème. Ben, ils en ont plus, donc. Mais sauf que, tu sais, c'est comme Blue Beetle qui va sortir la semaine prochaine. Et là, finalement, c'est DCU ou bien DCEU, finalement, tu flippes un coin, puis c'est ça qui décide. Non, c'est encore comme c'était depuis le début, il le dit. Le personnage, c'est un personnage DCU. Genre, lisons entre les lignes, il aime bien ce que l'acteur a fait, son interprétation du personnage, puis il aime Blue Beetle. Il va le ramener avec ce jeune acteur-là, mais considérons tout ce qu'il y a dans le film comme non canon. Ça aura pas de... Tu sais, le film est pas là, mais il va ramener le personnage comme il veut avec cet acteur. Je veux pas être méchant, là, mais tu sais, James Gunn a eu des problèmes avec les médias sociaux. Il voulait-tu vraiment être la première personne avant même que ce film sorte? En faisait comme, c'est le premier latino super-héros qu'on a, t'es dehors. Ouais, ben en même temps, il n'y a pas grand-chose à perdre. Là. En ce moment, mais c'est pas grave. Il y a une première, il fait juste pas, mais de toute façon, je suis convaincu que Blue Beetle peut apporter plein de choses au DCU, sauf qu'ils ont quand même ces polémiques-là. Tu sais, pour une partie de la population, c'est leur premier super-héros. C'est à peu près comme Kamala Khan a sorti avec Miss Marvel, puis mettons que Marvel aurait fait, la série pas beaucoup pognée, puis elle était supposée d'être dans la suite de Miss Marvel, c'est comme, la sac dehors. C'est quelque chose que tu peux pas faire. Il faut que tu pousses avec ce que tu t'en vas, puis tu n'as pas le choix, puis tu essaies de faire de quoi avec. Là. Mais de toute façon, c'est très, très, très contradictoire tout ce qu'on reçoit comme rumeur. Puis James Gunn est quasiment obligé de sortir sur X à peu près 8 fois par semaine. Mais ça, c'est le problème de James Gunn. C'est parce qu'il n'est pas capable de s'affermer, puis le problème de James Gunn, il est à peu près comme Jean-Nic, il argumente. Il finit par se contredire. Oui, mais c'est parce que là, il a mis Gal Gadot dans un hostie drôle de scénario là, dans les 2 dernières semaines. Là. Ben, en fait, Gal Gadot s'est mis dans un drôle de scénario parce que James Gunn n'a pas encore confirmé ou infirmé tout ça. Là, dans tout ce qui s'est passé dans les 2 dernières semaines avec Gal Gadot, là, c'est des sites qui rapportent des nouvelles que Gal Gadot aurait dit ça ou a dit ça en entrevue. James Gunn ne s'est pas encore prononcé là-dessus. Là. Il n'est pas sorti pour dire que non, il n'y a pas de Gal Gadot dans son univers? Ben, il a dit qu'il n'y avait rien de confirmé. OK. C'est ça, c'est du damage control. Là. C'est qu'il peut avoir des mots parlés. En fait, rien que le damage control, n'oublions pas, tu sais, tout est en grève en ce moment. Il n'y a rien qui avance. Là. Il n'y a pas de production, il n'y a pas de projets qui vont de l'avant. Tu sais, il n'y a rien qui se passe présentement. On est comme, genre, dans une bulle où le temps est gelé depuis le mois passé. Là. Il n'y a rien qui avance. Il n'y a rien qui se passe. Surtout que si t'es un gars comme James Gunn, quand un acteur va dire quelque chose dans un média, là, tu dis rien. Là. Il n'y a rien qui se passe. Là. C'est parce que c'est pas juste ça. C'est parce que là, tu as le fait que tu viens de parler de la grève, ça fait déjà au-dessus d'un mois qui dure, là, puis qui n'est pas prêt de finir. Tous les journaux à potins d'Hollywood sont en train de crever de faim. C'est sûr que peu importe la ligne qui va être mal prononcée, ils vont faire de l'interprétation pour faire spinner des nouvelles. Là. C'est ça ils n'ont plus rien, là. Je veux dire, en ce moment, là, Gal Gadot là, était dans une tournée média pour son film Netflix. Puis ils ont demandé qu'est-ce qui arrive avec Wonder Woman. Wonder Woman, là, les dernières nouvelles qu'on a, c'est Patty Jenkins nous a dit « J'ai rencontré James Gunn. Ouais, ça ira pas de l'avant. Nos visions sont pas à la même place. Je veux faire autre chose. Je suis parti. » Puis lui, il a dit « On remercie Patty pour ce qu'elle a apporté. Puis tout, on n'est pas là. On travaillera pas ensemble. » Ils n'ont jamais rien statué sur Gal. Elle a dit, j'ai une rencontre avec eux, ils m'ont dit, on aime ce que tu apportes au personnage, inquiète-toi pas, t'es en bonne main, puis on va travailler ensemble pour l'évolution de ton personnage. Puis là, elle a répété cette ligne-là, ils sont comme, il y a un Wonder Woman 3. Non, ils ont rien dit, tu sais, ça se peut, là, qu'ils travaillent après Paradise Lost, là, genre, la série télé qu'ils font présentement, ça se peut qu'il ait dit, tu vas être consultante là-dessus, puis on va peut-être faire un autre film de Wonder Woman avec toi ou sans toi, mais que tu vas être consultante sur le projet. Ouais. Elle, tout ce qu'elle a dit, c'est « je suis encore dans les plans. » De toute façon, un peu comme le meme du gars qui est en train de regarder la prochaine belle-fille qui passe, là, tout en laissant sa blonde de côté. Je pense que toutes les compagnies de production regardent maintenant « OK, on a-tu un jouet dans notre écurie qui pourrait faire un film, s'il vous plaît? » Ouais.
On a-tu un jouet? C'est ça. Mais c'est aussi Warner qui ils ont passé de genre, faut tout vendre nos IP à tout le monde. OK. Chill. Finalement, on va avoir une bonne année financière. on va laisser les choses arriver. Là. Faisons confiance à la... C'est assez ironique que c'est la femme Barbie qui va payer pour toutes les dépenses innocentes des gars de Warner pour l'année au grand complet. Qui va sauver. Après le succès rocambolesque de Flash, ouais, mais c'est de Flash, ils s'en foutent. Là. En ce moment, là, ils sont genre, ils ont perdu 400 millions cette année, ils sont over 600 avec Barbie. Là. C'est innocent. Là. Genre, eux autres, ils ont racheté leur année financière avec Barbie. Là. Et le plus drôle avec Barbie, c'est que personne n'était sûr du film. La prémisse, de la façon que ça a été présenté, le film avait de l'air intéressant, il y avait de la couleur, c'était présenté comme un film familial, mais en étant présenté en même temps qu'Oppenheimer, où ce que tout le monde s'est posé la question, où ce que deux gros films peuvent sortir en même temps, surtout deux styles qui sont totalement différents, c'est la polémique qui s'est enflammée sur le web par rapport à ça, et quand les influenceurs ont décidé d'embarquer sur TikTok et autres, et le gars... Sérieusement, là, s'il n'a pas fait enregistrer ce nom-là, quel imbécile. Barbenheimer? Sérieusement, c'est le gars qui n'a pas enregistré ça, là. C'est-tu du génie, ça? Barbenheimer, man. Ah. Ça n'a aucun sens, ça n'a pas rapport. Et ça partit un trend comme ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Ah, ça faisait... Écoute, moi, depuis... quelque chose comme ça, là, j'ai peut-être vu dans ma vie Avatar, Lord of the Rings, Titanic. Dans ce même genre de folie inexplicable de qu'est-ce qui se passe. Infinity War, là, pour être très honnête. Là. Mais Infinity War, il y avait un train de 10 ans qui l'a traîné. Ouais, c'est ça. Là, Parce que là, il n'y avait aucun train. Là. En ce cas-là, Titanic, Avatar, Lord of the Rings, quand le Fellowship est sorti, qui, soudainement, tout le monde avait lu Lord of the Rings dans sa vie. Là. Et là, Barbie, mais tout le monde voulait savoir c'était quoi ce shit. C'est ça. Puis Barbie, c'était le film où tu allais le voir habillé en rose, puis tu te taguais quelque part en faisant une vidéo qui faisait un trend. Puis l'important quand tu sortais de Barbie, c'est d'aller voir tout de suite après Oppenheimer pour faire le doublé, et ça aussi tu le publiais. Ça fait qu'ils se sont ramassés avec un trend où ce que le monde, on voulait embarquer dans le bandwagon pour avoir leurs photos sur Facebook, ou bien sur TikTok, surtout sur TikTok. Et tout ce qu'on pensait que ça allait durer une semaine, c'est répliqué sur la deuxième semaine. Et là, c'est répliqué sur la troisième. Barbie, ça fait 3 semaines qu'elle est numéro 1, puis en fin de semaine, elle a droppé seulement de 36%, ce qui fait aucun calice de sens. Est-ce qu'elle est sur les rails pour Non, parce qu'il n'y a pas de bons films. Tu sais, je veux dire, elle affronte pas de trucs qui sont... Ils ont écrasé Tom Cruise, que d'habitude, Tom Cruise, c'est Mission Impossible, ils ont des jambes. Ils ont écrasé Mission Impossible, qui n'a jamais réussi à avoir des jambes. Ils l'ont mis à terre. Ouais, mais là, t'as peur. Mission Impossible, la première semaine, c'était comme dommage collatéral. Là, on est rendu 1 mois et demi plus tard, puis ça domine encore. Tu sais, c'est un tank en ce moment. Moi, ce que je veux savoir... C'est pas rien que la première semaine, puis le TikTok. Là, ouais, mais ce que je veux savoir... c'est est-ce qu'elle a assez de jambes pour se rendre dans le top 5 des films les plus lucratifs de l'histoire? Elle ne pognera pas 2 milliards, c'est impossible. OK. Fait qu'elle peut pas aller rejoindre Avatar, Titanic. Parce que pour payer 2 milliards, c'est le mondial qui va te chercher ton 2 milliards, puis Barbie ne sera jamais capable de le faire parce que sur son 1,1 milliard qu'elle a présentement, elle est sur le bord d'approcher 600 millions nord-américains. Okay. Ce qui n'a pas de sens, c'est de l'argent dans tes poches pur, ça. Mais non, elle ne sera pas, puis plus elle avance, plus elle est censurée. Ouais. Non, elle va battre Mario, là, ça va être le film de l'année, mais ça ne rentrera pas en compétition avec Avatar, mettons. Mais l'autre affaire, puis j'écoutais des analystes qui disaient, c'est probablement aussi un autre phénomène, en tout cas les studios espèrent que ce soit ça. Pour nous, notre premier film post-pandémique, on l'a pogné rapidement, puis on est des habitués, mais il y a beaucoup de monde qui ont renoué avec le cinéma avec Barbie. Là. Oui, parce qu'il y a beaucoup de monde qui avait encore peur des foules puis qui n'allait pas d'un gros film événement. Surtout dans la communauté geek, des super-héros, il y a beaucoup de monde justement qui est dans la pandémie. Ils se sont beaucoup enfermés dans le streaming puis attendent ça. Puis ça, c'est un problème qu'on a souvent parlé. Un jour, on va peut-être en parler du streaming puis le fait que ça va vraiment pas bien. Puis c'est une des raisons de la grève présentement qu'on a, le streaming. C'est que ils ont tellement plus de contenu à avoir sur leur site de streaming. Paramount a le même problème. C'est que quand un film sort, ils se mettent un timeslap de 45 jours pour mettre le film sur leur site de streaming pour aller chercher des abonnements. Ça fait que quand
tu veux pas y aller dans la première semaine parce qu'il y a trop de monde. Tu te rends compte que le film, la deuxième semaine, il y a encore du monde. Et rendu à la troisième semaine, tu te dis, ben, j'attends encore 2 semaines, je laisse ma TV. Puis au prix du billet, tu es aussi bien de l'attendre dans cette TV. Oui, mais soyons honnêtes aussi que depuis la pandémie, il n'y avait pas de titre qui suscitait la curiosité autant que Barbie. Tu sais, je veux dire, à la suite de la pandémie, tu as eu The Flash. Ben, il fallait que tu sois un fan de super-héros pour y aller. Personnellement, moi, le premier film que j'ai été voir, qui était ouvert, qu'on fait s'asseoir côte à côte, j'ai été voir Dune en première, en IMAX. La salle était pleine, il n'y avait plus un masque. J'avais quelqu'un de ça à côté de moi, tout le monde avait un masque d'en face pendant 3 heures. Ça a été ma première expérience, comme de quoi que ce mouvement pouvait refonctionner, mais effectivement, après Dune, qu'il y a eu ce phénomène-là pendant les premiers jours. Il n'y a pas eu de film qui a drainé. Puis c'est pas juste une question de peur d'aller au cinéma. C'est que moi, j'avais l'impression qu'il y avait juste rien qui pouvait drainer du monde à l'intérieur des salles. Avec Barbie, t'as bien du monde qui ont fait comme « Hey, c'est peut-être la première fois que je vais avec la petite famille. Ça faisait peut-être 3-4 ans que j'étais pas allé. » Les studios misent beaucoup là-dessus. Puis là, t'as bien des studios qui vont chercher un jouet aussi. Oui, effectivement. Puis sans compter qu'aussi, c'est ce qui a fait mal un peu à plein d'autres films qui ont sorti un petit peu avant puis après. C'est parce qu'on parle souvent que le cinéma, ça coûte cher. Il y a beaucoup de familles qui ont budgété leur seule sortie de cinéma de l'été en attendant Barbie. Puis finalement, ils n'ont pas misé sur le bon cheval pour les jeunes enfants. Sauf que, tu sais, il y a ça aussi, ce phénomène-là. Il y a dans le divertissement, dans plein de choses, ils sont en train d'écouter. Le prix coûte tellement cher que le monde se rationalise. Et ils rationalisent. C'est ce qu'ils font. C'est des rations. Tu vas à partie de goutte, puis tu choisis le film que tu vas voir aux 3 mois. Le dollar loisir, tu l'investis à la place où tu penses qu'il va être le plus rentable. Mais au final, là, les gens vont en moyenne 2 fois par année au cinéma. Là. Ils vont avoir été, la plupart de la population va avoir été voir 2 films, Mario puis Barbie. C'est vrai. Il y a deux sorties qu'ils vont avoir faites cette année. Ça va être Mario puis Barbie. Un jeu vidéo puis un jouet. Ouais, c'est ça. Parce que là, ce qui se passe, Disney, Warner, tout le monde, ils savent tout. Là, ils vont dire comment on creuse dans nos IP, comment on fait pour répéter ça. Puis ils ont surtout gardé en tête Mario puis Barbie, là, ça n'a pas coûté 200 millions. Barbie n'a coûté 150, Mario a coûté quoi? 110, 120? Puis ça a fait presque 1,5 milliard les deux, là. Fait que là, ils vont dire, on va se recentrer vers ce genre de produit-là. Il faut utiliser un IP connu, mais en même temps, faut faire un produit de qualité, c'est relatif quand on compare les 2 films. Mais c'est parce qu'il y a plusieurs studios qui se remettent en question. Pixar, présentement, ils se sont fait sortir de sa place publique, puis ont fait, OK, expliquez-nous comment Elemental a coûté 210 millions, Turtle 70, Mario 110. Ben oui. Ils ont dit, mais c'est parce que nous, on fait ça local, puis on met le salaire de nos exécutifs là-dedans. Ils disent, ça a été la misère humaine, on veut plus travailler sur des projets d'animation. Puis Turtle, les animateurs disent, ça a été chill, on a eu du fun. Puis t'as Seth Rogen qui dit, moi, je voulais que le monde en reparte à la fin de la journée avec leur famille, puis que ça leur tente de revenir travailler sur nos films. Puis le budget est le tiers de... Fait que là, il y a des questions que l'industrie doit se poser aussi. Mais tu as vu qu'est-ce que aussi Pixar a dit par rapport à ces studios-là? Ils font comme moi, mais ils ont fait affaire avec des pays étrangers. Est-ce que Illumination, là, c'est parce que c'est canadien-français? C'est soit à Paris ou au Canada. Ils disaient ça comme s'ils faisaient affaire avec des pays du tiers-monde où on exploitait nos gars. Allô Simpson là, qui se faisait faire en Inde à un moment donné, puis au Pakistan. Ils sortent bien, c'est parce que là, non, c'est parce que, excuse-nous, c'est parce que Mario n'a pas été fait en Inde. C'est parce que c'est des gros studios dans des villes où le monde gagne des gros salaires. Là. Oh oui. Mais c'est bienvenue dans... Mais Disney et leur exec, qui sont comme à Warner, c'est que les autres, ils checkent le pourcentage qu'ils peuvent mettre dans leur poche. Et, mais je les comprends d'être frustrés. Mais tu sais, il y a une question de presser le citron aussi. Dans le sens où Disney ont acheté Lucasfilm pour acheter du contenu. Mais ils ont pressé le citron comme des hosties de Mongols. Je veux dire, Mario, Illumination se sont liés avec Nintendo. Moi, si j'étais Nintendo, je regarderais ce qui s'est fait avec Disney et Lucasfilm, puis je me dirais, hey, les chums, attention de surpresser le citron, là, parce qu'il va nous arriver à la même calice d'affaires. Mais ils sont brillants parce que Mario a toujours été très conservateur sur leur IP. Parce que la réponse facile, quand Mario a fait du cash, là, s'il aurait été greedy et il n'aurait pas voulu protéger leur IP, là, 2 semaines après, là, t'as eu l'épée qui aurait sorti. Puis t'as eu un petit link. Ben oui. Puis ils veulent pas s'avancer là-dessus, puis ils veulent pas s'embarquer là-dessus, puis ils parleront pas d'un projet de Zelda tant qu'ils seront pas sûrs de comment ils vont l'emmener.
Oui, puis c'est correct, puis Disney devrait prendre exemple là-dessus, parce que Disney, ils ont acheté une grosse vache qui ont calissé sa treilleuse, hostie, à vitesse maximum. En utilisant la même chose, où tu as le héros principal des années 80 qui est devenu vieillissant puis qui est remplacé par une jeune Anglaise, ils l'ont fait avec Secret Invasion, encore une fois. Ah, Tu sais, Nick Fury est un vieux qui est à bout de souffle, puis c'est une Anglaise qui le sauve. Ah, ça a fâché les 15 personnes qui ont écouté cette série, qui ont coûté plus cher que Doctor Ah, mais Strange. ça c'est un autre. Aucun du trois l'a écouté, mais ça, c'est une autre affaire. Secret Invasion était supposé d'être un main event sur 8 épisodes qui était très long, qui était supposé d'amener sur le. Il y avait tellement plus de hype, ils ont tellement plus d'argent qu'ils ont haché la série, puis elle est tombée de 6 épisodes de 30 minutes. Hey, la série dure 4h30, c'est la série de Marvel la plus courte. Puis présentement, leur série n'a tellement pas pogné qu'ils étaient supposés apporter d'autres choses. Je ne sais pas si j'avais parlé dans les podcasts. Kamala Khan, Miss Marvel, les droits ont été donnés à ABC pour que la série passe à TV parce que c'est le deuxième show de Marvel qui a été le moins écouté. Puis présentement, ils ne peuvent pas faire de promotion pour The Marvels. Parce que tout le monde est en grève. Tout le monde est en grève. Et Personne personne n'a vu le personnage de Kamala Khan, qui est un des personnages principaux de ce film-là. C'est qu'il faut qu'ils essayent de mousser ça à un niveau fou. Et là, cet automne, l'autre problème, tu as Loki qui sort avec Kang le Conqueror. Puis Jonathan, là, son procès va être possiblement au mois de septembre, en même temps que cette série-là va commencer. Il va sortir. Donc là ben, d'une certaine façon, le fait que tout le monde est en grève et ne peut plus rien écrire, ça peut leur laisser le temps d'analyser ça puis de dire, OK, au moins, on a attendu d'avoir le jugement avant de continuer. Mais une chance qu'ils ont Ahsoka, par exemple, parce que là, j'ai un hype. Là. Avec Craig Edenson qui a fait ses lignes, là. Si tu savais toutes les choses que je m'imagine le soir, en dehors de la porn, qui a... Curieux, ouais. Parce que dans Star Wars, dès que ça débarrade sa tête, ça devient fantasme de gay. Non, mais moi, là, Anakin, là, si on le voit dans cette série-là, puis qu'on le fait jouer, puis qu'on s'amuse avec ça, là, que je vais triper. C'est sûr. Que ce soit un Force Ghost, que ce soit un flashback, peu importe comment tu vas me l'amener, là, je vais pleurer. Je suis convaincu qu'ils vont réussir à l'amener comme c'est le fait que Ahsoka avait resté terrée, là, c'est à cause d'Anakin. Tu sais, possiblement qu'elle n'a jamais voulu le réaffronter. Mais un Force Ghost, là, pour qu'on ait enfin une vision, une perception de Anakin une fois. Tu sais, le Anakin rédempté, là, oui. Qui vienne nous parler, nous dire. Il me semble que je rêve de ça. Bon, qu'il ne le fasse pas avec Luke, ça serait un peu un non-sens, mais il peut très bien nous dire qu'il l'avait déjà fait avec Luke, puis nous le présenter avec Ahsoka, puis je serais bien content. Là. Oh, sérieusement, j'ai hâte cette série-là qui va sortir la semaine la semaine prochaine. La semaine prochaine, 2 épisodes qui sortent la semaine prochaine. Ça fait qu'on a Blue Beetle puis Ahsoka, ça fait que finalement, on va avoir un autre épisode dans pas long. Oui, parce que là, je suis obligé de vous fermer ça, on n'aura même pas eu le temps de parler de comics. Ah, je sais, c'est parce que t'as fait par esprit parce que t'avais pas lu les comics, puis ça fait que t'as fait dériver ça. Ben, j'ai bien fait ça, hein? On en parle de ces comics-là. J'ai bien... Tu sais, on dirait que tu fais ça à journée longue dans ta vie, là. Hein? On dirait que j'ai une formation là-dedans, je sais pas. Non, mais il faut que je me couche de bonne heure. En plus, j'ai une grosse annonce demain. Fait que... Ah ouais, c'est vrai, c'est là que tu annonces ta vie. C'est demain que ça se passe, là. Qu'est-ce que t'annonces? Je peux pas le dire tout de suite, c'est demain matin. Je risque de publier l'épisode demain soir, est-ce qu'on peut le dire? Ah, ça va être demain soir? Je ferai pas ça en arrivant tantôt, je te le jure. T'es sûr, là? Ouais, je te le confirme. Oui, c'est parce que je pogne la barre du retour, donc là, ça va être annoncé demain, donc il faut que j'aille me coucher. Parce que tu vas travailler l'après-midi? Je vais travailler l'après-midi. Hey, là, c'est le fun, j'aurais ça d'enregistrer sur ma carte SD. Là, je peux tellement faire d'harcèlement. Tu sais, le show, là, je peux savoir des billets, là, puis ça, là. Hey, mon tabarnak. Pourquoi que c'est en site, les shows sont tellement vides, je peux t'en donner des billets. Mais de toute façon, ils sont tous en dessous de l'eau. Ils sont tous en dessous de l'eau. On va pouvoir enregistrer, puis Martin sera pas fatigué, fait qu'il va pouvoir aller en revue des bandes dessinées qu'on va parler. T'as tout compris, mais là, j'ai très bien fait pour éviter toute allusion à la bande dessinée. Hey, on finit ça avec le poison? Oui, on peut faire un poison. Moi, t'en faire un, je vais commencer. Mon poison, c'est The Last Voyage of the Demeter. Ah, les analyses de box-office, que les cinémas voient que le film fera pas beaucoup d'argent, puis tu as des gros canons qui remplissent tes salles. Alors, je vais vous parler de ce film-là parce que je l'ai pas vu. Puis, Chris, que j'aimerais ça le voir. Puis, je suis vraiment déçu. Le fan de Dracula en moi est tellement en peine. Si vous nous écoutez de Québec, de Montréal, de Trois-Rivières, de la France, peu importe de où, allez donc le voir pour moi, s'il vous plaît. J'aimerais vraiment ça aller le voir.
J'aimerais vraiment, 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 vraiment ça, mais on l'a pas. Et je trouve que ça a l'air awesome, pour vrai, là. Non? Jean-Luc n'a pas l'air sûr. Ben, les critiques sont mitigées un peu sur le film, mais... Ouais, les critiques sont pas bonnes, le box-office est pas bon. Moi, je suis curieux de voir ce qu'ils ont fait pareil, mais ils ont fait une série sur Netflix en 3 épisodes, puis le 2e épisode, c'est exactement ça. Oui, effectivement, mais ça, c'est avant qu'on se rende compte que Dracula voyage dans le temps. Ouais. Oublions le 3e épisode de cette série-là, puis retenons seulement le 2e qui était vraiment awesome. Oui, mais le 3e était fucking space. Ouais. Quand mais ils se battent, les 2 méritent d'être écoutés, puis le 3e, c'est comme pétard mouillé. Mais on en avait parlé aux Injustes de ces 3 épisodes-là. Moi, je les ai pas vus, mais vous en aviez parlé. Je pense que c'est moi puis Pat qui en avait parlé. T'es pas là encore, toi. Non, j'étais là. Non, on a jamais parlé au complet de la série. On en avait parlé, me semble. En tout cas, peu importe. C'est vrai que les 2 premiers... Puis en plus, j'avais tellement d'espoir dans cette série-là à cause que c'était les dudes de Sherlock. Là. Ouais. Fait que ça va être ça, mon poison. Pas de poison. Un poison, pas de poison? Ben, c'est un poison que j'aimerais avoir, mais visiblement, je peux pas m'empoisonner parce qu'on m'empêche de m'empoisonner. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Moi, je vais y aller avec une série que je viens de finir d'écouter sur Amazon Prime. J'écoutais la 2e saison de Good Omens, qui est la suite de la première saison, qui, à la base, c'était basé sur un roman qui n'avait jamais eu de suite. Donc là, on vu qu'il y a eu un succès populaire, puis ça a la demande du monde, ils ont décidé de faire une 2e saison. Fait que Michael Sheen, ça, hein? Ouais, exactement. Puis, voyons aussi. Puis tu m'as fait perdre l'autre. Le gars du Doctor Who. Le Doctor Who, là. Tennant. Ça fait que la 2e saison, vu qu'il n'y avait pas de livre qui est avant, c'est que Neil Gaiman a pu se faire du fun au niveau de l'écriture. Au niveau de l'humour, les 2-3 premiers épisodes, c'est vraiment fonctionnel. Ce que j'ai aimé peut-être de cette série-là aussi, c'est du côté que tu as l'impression que c'est une pièce de théâtre qui est faite sur 3 plateaux différents. C'est que, encore une fois, Amazon a une qualité de production qui est excellente. L'image, toutes les plans, tout est beau, l'esthétique est parfaite. Et tu vois que la série n'a pas dû coûter cher que ça. Parce que, tu sais, parce que Lord of the Rings a coûté cher. C'est parce que c'est toujours des... Sauf que, à un moment donné, dans tes séries, il faut que tu reviennes un petit peu à ces sources-là. Puis pourtant, c'est des épisodes de 55 minutes. Là, puis c'est tourné pratiquement au style sitcom parce que c'est toujours des mêmes localisations. Là. Puis même au niveau du paradis, ils ne sont pas cassés la tête. Ils ont loué un building au grand complet de 150 000 pieds carrés, puis il est blanc. Il n'y a même pas de bureau, il n'y a rien. Là. Mais j'ai beaucoup aimé ça, j'ai trouvé ça très drôle. C'est une série qui reflète bien l'époque à laquelle on vit toutes. Sérieusement, écoutez la première saison et la 2e saison. Au niveau de l'absurdité, c'est super bon. Si vous aimez Neil Gaiman, c'est un incontournable. Puis quelque chose qui m'a marqué par rapport à cette série-là, c'est qu'au moment où ils ont sorti la 2e saison, ils ont décidé de sortir un roman graphique comme Neil Gaiman fait souvent, là, qui sort. Ils l'ont fait avec Snow White, qui avait fait un roman graphique. Il y en a plein d'autres qui sont sortis. Puis là, ils l'ont sorti sur Kickstarter en même temps. Puis il avait mis un objectif de base, genre que c'était ridicule. C'était genre 50 000 livres. C'était vraiment bas. En 2 jours, ils ont sauté le 1 million de livres. Wow! Ils ont battu tous les records à peu près de sortie de romans graphiques de Kickstarter. Puis ils ont juste pas compris pourquoi. Parce qu'ils s'étaient même fixé t'as toujours des prix que tu vas remonter parce que plus le prix est haut, plus ils vont donner des choses avec. Là. En 5 heures, ils les avaient tout atteints. T'as-tu participé? J'ai embarqué Day One parce que première journée, souvent, tu as des prix que la BD, tu peux l'avoir pour moins cher. Tu sais, genre, était à presque 10 livres de moins. Là. Donc, j'ai embarqué Day One là-dedans, puis je suivais ce qui se passait. Puis, plus ça avance, plus je me dis, ouais, je suis aussi bien de rester dedans parce que l'édition qui va sortir là n'existera pas nulle part ailleurs après. OK. C'est sûr qu'à cause du shipping, ça revient un peu cher, sauf que, tu sais, une BD qui est tunée, qui a du brillant, qui a ton fil de soie comme tournage de page, même shipping compris, si ça tourne autour de 60-65, t'es dans les prix, là, même avec le shipping compris. Mais non, sérieusement, ça a beaucoup surpris. C'est que si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça va être la première adaptation en roman graphique de Good Omens. C'est sur Kickstarter. Mais sinon, c'est toujours publié parce que Dark Horse puis Boom sont très forts de faire des Kickstarter avant de sortir parce que t'es capable de louer une presse, imprimer 25 000 copies, puis les 10 000 de plus que tu fais sortir pour vendre au public, ils sont déjà payés parce que tu as déjà loué à la presse, puis tu as des ventes qui sont déjà assurées. Jean-Luc, de ton côté? Moi, je vais y aller avec... Mario Bros. Pardon? Mario Bros. Ouais, non. Mario Bros. À 50e écoute, c'est pas très bon. C'est le fun. Beau film pour toute la famille. Écoutez-le.
Non, je vais vous parler de ce qui était supposé être un de nos sujets cette semaine que j'ai écouté à la vite dans les 2 derniers jours. Ben, en fait, que j'ai lu dans les 2 derniers jours. Puis je vais vous en parler pour vous préparer à ce qui va être un de nos prochains épisodes. Beyond White Knight, le 3e volume dans la série de White Knight de Sean Murphy. On a un Batman qui est emprisonné, qui pensait qu'il avait enterré tous ses démons dans sa vie. Puis là, finalement, une autre problématique arrive. Il est obligé de sortir de sa retraite. Puis t'as l'introduction du personnage de Terry McGinnis de Batman Beyond. Vous devez lire ça, absolument. Puis il y a beaucoup de parallèles à faire avec... on a parlé de Turtle aujourd'hui, puis comment on peut utiliser une franchise, puis... genre briser les codes puis raconter ce qu'on veut avec ces personnages-là. Sean Murphy, là, je suis rendu avec une confiance absolue. Là, il peut m'amener où il veut dans son univers. Lisez ça de toute urgence, puis j'espère qu'on va s'en reparler dans un épisode dans les prochains mois. Sérieusement, sans spoiler, c'est parce que j'ai souvent parlé que dans ces 2 premiers romans, ce que j'avais aimé, c'était la déconstruction du personnage de Batman, que moi, ça me fait du bien, parce que d'une certaine façon, Batman, c'est pas un personnage que j'apprécie tant que ça chez DC. Puis de la façon qu'il avait détruit, j'ai trouvé ça génial. Puis quand tu lis le 3e, tu te dis, non, OK, il s'en va là, tu fais comme... Et là, tu vois que c'est sûr qu'il y avait un plan parce que tu peux pas faire ce qu'il a fait pour arriver là sans plan. Ben, il y a des affaires que tu peux dire c'était sans plan parce que, genre, clairement, il a établi dans sa continuité que Jason Todd est le premier Robin. Puis, ça, il avait fait un meilleur culpa. Quand tu achetais le premier hardcover, il y avait une page complète pour ça. Il s'est trompé, mais il rattrape vraiment bien. Allez lire ça, puis j'espère qu'on va pouvoir s'en parler dans un épisode. Parlant justement de Sean Murphy, cet automne, son personnage favori que tout le temps qu'il voulait adapter, Zorro, va être sur Kickstarter, et sinon on va le publier par après chez One Not Publishing. Ah, ça, c'est sûr que j'embarque, par exemple. Ça, c'est une bonne idée. Sérieusement, là, Zorro est dans le domaine public, puis c'est un Zorro contemporain de nos jours. Oh, wow! Non, ça m'intéresse. Ça, c'est sûr que ça va être bon. Messieurs, ben, vous m'avez pas donné le choix. On va être obligé de parler de Batman Beyond dans le prochain épisode. Certainement. Alors, à la prochaine, messieurs. À la prochaine.